Bon, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va être un peu spéciale, j'ai jamais fait ce concept, mais le concept de la dernière fois où je parlais avec ma meilleure amie et on se posait des questions, c'était plutôt intéressant, ça a plutôt plu. Donc je me suis dit, je vais recommencer. Bon, cette fois je suis seul, mais je vais recommencer et je vais faire plein de sujets dont j'ai envie de parler et surtout de donner ma vision sur pas mal de points. Il y a des points qui seront que business, des points qui seront un peu moins business, mais qui toucheront un peu à ça. Bref, je t'explique tout ça, tu vas voir, ça va être intéressant. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Gio. Ça fait plus de 7 ans que je fais du business, principalement du business en ligne. J'ai commencé avec du e-commerce et aujourd'hui je vends pratiquement que du service ou de la formation. J'ai voulu recentrer mes activités sur ce corps d'activité qui sont mon agence marketing et mon coaching et la vente de formation. Tout simplement parce que en grandissant, j'ai appris ce que j'aimais moins et je voulais éviter le sur-trop. Donc j'ai voulu simplifier et parfois il vaut mieux simplifier pour repartir. Donc voilà, j'habite aujourd'hui aux États-Unis, en Floride pour être particulier, et pour être très précis, j'habite à Orlando. Ça a toujours été un de mes rêves d'habiter aux États-Unis et à la différence de beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient qu'une seule direction, et je reparlerai juste après, moi j'ai jamais été comme ça, moi j'ai toujours eu un rêve et en fait je l'ai suivi. Et en gros, à la différence de beaucoup de personnes où l'entrepreneuriat te permet d'atteindre un niveau d'argent, moi pour moi l'entrepreneuriat ça permet d'atteindre ma liberté qui est sur plein de plans, c'est financière, géographique, temporelle, hiérarchique et surtout sociale. Donc je reviendrai sûrement sur ces petits points-là dans les notes. J'ai pris pas mal de notes et c'est important de comprendre que moi, ça a toujours été mon rêve depuis que j'ai 12 ans. Je disais à mes parents, je répétais à mes parents, je serai entrepreneur et j'habiterai aux États-Unis. Bon, c'est pas mal. Quand je vois un peu ce que j'ai accompli, je suis plutôt content. Évidemment, on peut toujours faire mieux. Évidemment, l'entrepreneuriat, même la vie, n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est plutôt sympa, justement, d'avoir cette évolution. Et c'est un peu comme la bourse, je reviendrai après là-dessus évidemment, mais la bourse, quand on voit une baisse de 15-20%, on se dit oh, c'est la fin, c'est la fin. Sauf qu'en fait, on va dézoomer et on voit que depuis 10 années, l'entreprise a augmenté de 400%. Bah, c'est ok en fait d'accepter une petite perte à un moment donné, sachant que, enfin une petite perte non, parce que tant qu'on ne vend pas en bourse, on ne perd pas. Hein. Pareil, hein, tant qu'on ne vend pas, on ne gagne pas. Mais c'est ok en fait quand on dézoome de voir l'évolution. Et c'est pour ça que moi quand je sais que par exemple je fais moins bien qu'à des moments, moins bien peut-être que d'autres personnes, je me dis attends, on s'en fout des autres personnes, l'important c'est toi, est-ce que par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, l'évolution que tu as, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu te sens plus heureux et est-ce que tu es en marge dans tes objectifs? Et c'est ça le plus important. Et malheureusement, beaucoup de personnes se trompent totalement de ce qu'ils veulent faire, se trompent totalement de ce qu'ils veulent mettre en place. Et, et c'est pour ça que on va attaquer le premier sujet, parce que je le connais, le premier sujet, c'est le marché. En fait, je trouve que le marché en France se bat pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que le marché en France ne veut plus principalement être entrepreneur, mais veut être, pour moi, la nouvelle génération d'influenceurs. Et on s'en souvient dans les années 2010, avec la montée des téléréalités. Aujourd'hui, ça s'est un peu effacé, mais avec la montée des téléréalités, tout le monde voulait être influenceur. Tout le monde voulait être les ch'tis à Mykonos, etc., les anges de la télé. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que déjà, les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Les gens, ils ne savent pas qu'en s'embarquant dans ce genre de choses, bah, être connu, c'est chiant, quoi. Être connu, alors moi, je ne prétends pas être connu à ce niveau-là. On m'arrête très rarement dans la rue. Mais je veux dire, être connu, c'est chiant. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie privée. Oui, ça te donne certains passe-droits, mais ça te donne certaines obligations également. Je vois par exemple, là, il y a quelques jours, il y a eu un énorme drama sur Squeezie. Donc Squeezie, il avait fait, qui est un très gros youtubeur, il avait fait pas de vidéo pendant 3-4 mois. Et au moment où il refait sa vidéo, on cherche justement à l'attaquer parce que le mec n'a pas parlé de ce qui se passe en Israël ou en Palestine. Putain, mais oh, c'est pas son job. Le mec, son job, c'est de faire rire les gens. C'est tout. Et pour moi, chaque personne devrait être à sa place. Et donc, en fait, le problème de l'illusion, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être connues sans comprendre sincèrement les responsabilités que ça apporte, sans comprendre que tu vas être au milieu de la scène. Et pas tout le monde est fait pour ça. Je m'en souviens, il y a quelques années, je débutais et j'avais une conversation avec mon frère parce que j'ouvrais mon YouTube Studio et j'avais un commentaire qui était ferme ta gueule, fils de pute, un truc comme ça. Et mon frère me fait, mais comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu crois que ça m'impacte ce que dit Jean-Michel 436? J'en ai rien à foutre. Enfin, pour moi, quand des personnes t'écrivent des commentaires négatifs, c'est qu'ils expriment en fait leur mal-être.
Moi, s'il y a une vidéo que j'aime pas, si un mec, je sais, qui dit n'importe quoi, je ne vais pas perdre mon temps à taper, à dire ah, tu es un menteur. Non, non, je quitte la vidéo, c'est tout. J'ai autre chose à faire de ma vie. Et de toute façon, tu verras bien que la plupart des personnes qui réussissent quelque chose dans la vie, peu importe le domaine d'activité, ils n'ont pas le temps de faire de hate sur d'autres personnes. Ils n'ont pas le temps de déverser de la haine parce qu'ils sont focus sur leur réussite. Et ça, c'est très important et je vois beaucoup de personnes malheureusement qui se trompent de bataille et qui ne comprennent pas que être entrepreneur, c'est très bien, mais être entrepreneur, c'est pas sexy. Faut vraiment comprendre que être entrepreneur, moi, quand j'ai commencé, c'était pas si cool que ça, quoi. Quand je commençais en 2017, c'était pas cool du tout. Pour moi, c'était juste le seul moyen de m'en sortir, mais c'était pas cool. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de 2020, ça a commencé à être cool. Il y a eu une vague pendant le bull market en crypto où c'était être investisseur qui était cool. Et aujourd'hui, on revient un peu sur entrepreneur, notamment entrepreneur intelligence artificielle, ce qui ne veut strictement rien dire, hein. C'est comme si demain je disais je suis entrepreneur Word ou PowerPoint. Ça veut strictement rien dire. Mais bon, peu importe. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les personnes pensent que être connu égale beaucoup d'argent. Alors que c'est faux, tu peux être. Je connais plein de personnes, j'ai plein d'amis entrepreneurs, ils sont des nobody, personne ne les connaît. Pourtant, ils font bien plus d'argent que ce que je ferais jamais. D'accord. Ce qui est important quand tu es entrepreneur, si tu veux faire de l'argent, et c'est le but, hein, quand tu es une entreprise, à moins que tu sois une association ou une charité, le but c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il y a plein de façons de le faire. Et je me souviens, j'avais eu une grosse discussion avec un de mes mentors et, et je lui avais dit, mais comment tu fais autant d'argent? T'as pas de chaîne YouTube. Et pendant un moment, moi, j'étais persuadé, quand je débutais, que si tu avais une chaîne YouTube et que tu avais des abonnés, alors tu faisais de l'argent. Et c'était impossible autrement. Alors qu'en fait, il y a tellement de façons de faire de l'argent. Et moi, j'ai accompagné des élèves sur plein de thématiques différentes. Et il y a extrêmement beaucoup de façons. Sur les marketplaces, de la pub, de l'agence, avoir un SaaS, etc. Enfin bref, il y a plein de façons. Et donc, faut pas croire que tu as besoin d'être connu pour gagner de l'argent. Et il ne faut pas non plus croire qu'être entrepreneur, c'est être cool. C'est pas cool d'être entrepreneur. C'est pas cool. Juste cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû gérer un problème administratif avec ma société aux États-Unis. J'ai eu mon outil pour faire des pages de vente, qui s'appelle System.io, qui m'a tout simplement défoncé ma boîte email. Il a envoyé 65 emails à toute ma base. Donc ça fait, j'ai 60 000 emails. Donc tu fais le calcul, ça fait beaucoup d'emails. Ok, en une journée. 2 jours après, ils m'ont coupé l'envoi d'emails parce qu'ils se sont trouvés que j'avais un peu spammé. Bah normal, mais c'est eux qui l'ont fait, tu vois. Et donc c'est plein de problèmes à gérer en fait. Et ça je te passe tous les problèmes. On a aussi les problèmes des équipes. Alors en ce moment, moi j'en ai pas, mais j'en ai déjà eu où bah, les personnes ne sont pas satisfaits de leur rôle, veulent être payés plus sans apporter forcément plus. J'ai eu des problèmes internes sur des gestions. Enfin bref, faut savoir qu'être entrepreneur, moi je le dis depuis que j'ai commencé, c'est pour moi, faut aimer ce qui sent pas bon, faut aimer le caca quoi. Faut mettre les mains dans le caca, faut aimer ça et il faut surtout prendre un plaisir. Moi c'est un plaisir, je kiffe, j'adore. Évidemment parfois je me dis mais putain quelle horreur, mais à côté de tout ce que ça offre, en fait, je me dis non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est sûr que, bah, comme je te disais, il y a des hauts et des bas dans la vie. Et parfois, on se dit, mais putain, mais dans quoi je me suis embarqué? Évidemment, plus le temps passe, hein, plus ça devient facile. Et donc, forcément, moins on se pose de questions et plus on y va. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre que, bah ouais, c'est pas facile, quoi. Et vraiment, je sais que Instagram, je sais que Internet, je sais que YouTube, même maintenant, c'est souvent vie ma vie dans ma vie de millionnaire. Ils essayent de te faire croire que c'est sexy, ils essayent surtout, ça me fait marrer parce qu'ils font genre que leur vie est palpitante alors que la plupart du temps ils sont en caleçon derrière leur ordinateur. Non, les entrepreneurs n'ont pas toute la journée des rendez-vous sur des rendez-vous. La plupart du temps quand ils font ce genre de vidéos-là, ils remettent tout, ils ressentent tout dans une seule vidéo pour faire croire que leur vie est cool. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. Je peux t'assurer que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ça que j'aime pas en fait. C'est ça que j'aime pas et je viendrai après sur le marché. Mais c'est ce problème-là, c'est que on fait croire qu'être entrepreneur c'est sexy alors que c'est pas sexy quoi. C'est vraiment pas sexy, c'est dur, c'est compliqué. Et puis surtout, il y a être entrepreneur, donc quand tu travailles, mais il y a être la personne que tu es. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, de me dissocier. En fait, Thomas pouvait être une bonne personne et Thomas pouvait être un mauvais entrepreneur à l'instant T, tu vois. L'un n'en fait pas l'autre. Et trop souvent, je me disais, quand je fais de la merde, bah, j'étais nul. Et quand je faisais des trucs trop bien, bah, j'étais le plus fort. Et en fait, il faut juste décentrer. Et c'est ça le problème aussi d'être entrepreneur, c'est que c'est un peu comme si tu avais un enfant. Alors, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est comme si tu avais un enfant. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que
Oui, tu travailles peut-être 4, 5 heures par jour, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures, bref, en fonction. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, en fait, non, non, tu ne travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu dors, tu rêves de ton business. Quand tu te réveilles la nuit, tu stresses parce que peut-être tu n'as pas dit un message à ton équipe pour envoyer le bon email, etc., etc. Et cetera. Et c'est plein de conneries comme ça. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne le comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que, que c'est comme un job de salarié. Non, ça ne l'est pas. Tu bosses H24 et même les jours. Enfin, moi, c'est mon cas. Même les jours où je me dis je vais pas bosser, en final, je finis par bosser parce que j'aime ça. Je suis obsédé par mon business. Et pour moi, si tu n'es pas obsédé par ta réussite, par ta croissance, ne fais même pas entrepreneur. Et vraiment, je veux remettre ce message au milieu de la table. Mais beaucoup de personnes pensent que pour devenir riche, il faut être entrepreneur. Alors, qu'on ne se mente pas. C'est une des façons les plus faciles et les plus rapides d'être riche. Oui, mais je peux t'assurer que les mecs là, qui ont créé Facebook, qui n'ont pas été entrepreneurs, mais qui étaient des numéro 1, 2, 3, même les numéros jusqu'à numéro 50 chez Facebook, je crois moi qu'ils ont des comptes en banque bien plus remplis que les tiens. Donc c'est juste parfois être au bon moment, au bon endroit. Et parfois, des très très bons salariés s'épanouiront beaucoup plus à être salariés qu'à être entrepreneurs. Et surtout gagneront beaucoup plus d'argent. Parce que, faut savoir, mais il y a aussi ces mythes du salariat. Le salariat, en fait, c'est pas plat, c'est pas linéaire. Dans toutes les entreprises, dans tous les pays, c'est ça. Je vais te donner par exemple l'exemple aux États-Unis. Je vais te donner l'exemple des États-Unis. On dit souvent, oui, les États-Unis, les salariés, ils ont que 2 semaines de vacances dans l'année. C'est totalement faux en fait. C'est vrai quand tu es en bas de l'échelle, mais c'est exactement vrai en France aussi. En France, on a 5 semaines de vacances légales, mais après, tu as les RTT, tu as des bonus, etc. Ben, c'est exactement le cas. Ma copine, moi, elle travaille dans une grande boîte anglaise, mais aux États-Unis, et elle a pas du tout 2 semaines de vacances, elle a 5 semaines, elle a plein de bonus en plus, et plus elle va monter, en fait, plus elle aura des semaines de vacances, plus elle aura des bonus indexés sur sa performance, et ça quand tu es au bas de l'échelle, dans n'importe quel pays, tu n'as pas de bonus indexé sur ta performance, mais surtout, elle aura également quelque chose qui est intéressant, c'est peut-être des actions de la boîte. Et ça, c'est des choses qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais si aujourd'hui tu travailles dans un Apple, un Google, un Microsoft, des trucs comme ça, et que tu as des actions de la boîte, mais je peux t'assurer que à l'horizon de 10-20 ans, en fait, c'est le meilleur placement que tu aies pu faire de ta vie. Donc, c'est intéressant de voir que faut arrêter cette dualité de soit tu es entrepreneur et tu es trop fort, soit tu es salarié et tu pas bien. Je connais des personnes qui s'épanouissent extrêmement bien dans l'entrepreneuriat et d'autres dans le salariat. Et c'est OK en fait. L'important, c'est pas de chercher ce que tout le monde fait, c'est de chercher ce que toi tu veux. Et on reviendra après. Et pour moi, je vais même faire la transition maintenant, mais c'est un peu le problème qu'on a avec le reste du marché. C'est qu'aujourd'hui, le marché français, moi j'ai un gros problème avec, c'est qu'il y a une seule vision et tout le monde fait la même chose. Je pense que tu l'as vu, tout le monde veut essayer d'avoir des Rolex, des Lamborghini. Alors, encore une fois, j'englobe le tout. C'est-à-dire que j'ai des potes qui ne sont pas comme ça, mais ça doit représenter 5-10% du marché, même pas. D'accord. Tout le monde veut aller à Dubaï ou à Bali. Et c'est fou. Je me dis, mais ces gens-là, en fait, à la base, je pense, ils ont voulu être entrepreneurs pour atteindre la liberté, pour ceci, pour cela. Mais il faut arrêter de croire qu'il n'y a que ça sur Terre, quoi. Moi, j'ai jamais mis un pied à Dubaï. Est-ce que ça m'a empêché de réussir? Pas du tout. Et ça n'enlève rien. Je pense que Dubaï est une ville exceptionnelle. Ça n'enlève rien à ça. Mais pourquoi tu essaies d'être entrepreneur normalement pour créer tes propres règles? Tu fais en fait exactement la même chose que tout le monde. C'est tout simple, c'est que en fait ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs. Ces gens-là sont juste des copieurs, des salariés qui se sentent entrepreneurs parce qu'ils ont lancé une formation, ils ont lancé une agence en OnlyFans, etc. Non, c'est pas ça être entrepreneur. C'est plus que ça être entrepreneur. C'est dicter tes propres règles, c'est créer ton propre monde. Et si tu fais exactement la même chose que tout le monde, ça ne marche pas. Et j'attends tout le monde qui me dit oui mais Thomas, tu comprends, ils vont à Dubaï pour les 0% d'impôts. Non, je peux te présenter plein d'autres pays avec 0% d'impôt, donc il faut arrêter. Encore une fois, Dubaï, la ville en tant que telle, je pense qu'elle est magnifique. Moi, j'ai une obsession pour les gratte-ciel quand je voyage. C'est-à-dire que là, moi, j'habite à Orlando. Bon, les gratte-ciel d'Orlando, tu iras voir sur Internet, c'est pas ouf. Mais ça me va, parce que j'habite ici au quotidien, ça me va. Mais dès que je vais à New York, il y a un petit truc. Il y a toujours un petit truc dès que je vais à New York. Il y a pas longtemps, j'étais à Atlanta, pareil, Atlanta, il y a un truc. Miami, Houston, LA, enfin bref, ces grosses villes-là, Chicago aussi, tu as quand même un truc, ok? Tu as quand même un truc. Mais est-ce que j'ai envie de vivre à côté? Non, pas spécialement. Mais c'est exactement le cas. C'est pourquoi je suis venu à Orlando, parce que tout le monde, les Français qui vont aux États-Unis, il n'y en a déjà pas beaucoup. Je reviendrai après, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais soit ils vont à Miami, New York ou LA. Ok, pourquoi il y a d'autres villes qui sont bien plus intéressantes, quoi. Et moi, j'ai décidé d'aller à Orlando parce qu'il n'y a pas grand monde à Orlando, français, je parle. C'est une grosse ville hein, avec les parcs d'attractions, etc. C'est une énorme ville qui est en train de se développer. À l'horizon 2030, ça va exploser. Donc
s'il y a des gens qui veulent investir, non, n'investissez pas à Miami, investissez à Orlando ou à Tampa, qui est à 1 heure de chez moi. Mais en fait, dans l'idée, moi, j'ai toujours voulu aller là, et c'est surtout là où je me sens bien, quoi. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec les tendances. J'ai toujours eu du mal, en fait, à aller là où tout le monde allait, quoi. Parce que j'arrive pas à concevoir que euh, Dubaï, et de toute façon, on le voit, hein, c'est Dubaï, les gens te font croire que c'est bien, mais tu regardes bien leur historique, il ne reste pas plus de 1 an, 2 ans max, parce que déjà Dubaï, 6 mois de l'année, bah, il fait trop chaud, et puis surtout, Dubaï aujourd'hui à l'international, alors peut-être pas en France, parce que la France est rivée sur Dubaï, mais à l'international, Dubaï a une mauvaise vision, c'est une vision de scammer, c'est une vision de mecs pas sérieux. Et moi je te le dis, à chaque fois que j'ai dû bosser avec des gars de Dubaï qui n'étaient pas mes potes initialement, ou des gens de mon équipe, bah, ça s'est mal passé, quoi. Et donc, il n'y a pas vraiment de secret, quoi. Il y a aussi une mentalité, une façon de faire. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi tu veux être entrepreneur et créer ta propre règle et aller dans un pays, donc les Émirats Arabes Unis, où, en l'occurrence Dubaï, où la qualité de l'air est tellement pourrie que 80, je crois que c'est 80% des enfants qui naissent à Dubaï sont asthmatiques. C'est à ce point-là, quoi. C'est dégueulasse. Et pourtant, tous les Français continuent d'aller à Dubaï, d'aller à Dubaï, d'aller à Dubaï, parce que oui, mais il y a 0% d'impôt. Mais en fait, déjà, il n'y a pas 0% d'impôt. Donc, je sais, en fait, je sais que c'était la vague des entrepreneurs de 2015 à 2020 qui ont lancé ça, que tu pouvais dans un pays payer 0% d'impôt. Ça n'existe pas. Parce que peu importe où tu as ton entreprise, tu vas devoir payer la TVA. Où ton client est. Je te donne un exemple. Si ton client est tout simplement en France, et que toi, tu es une entreprise, peu importe dans le monde, même si tu es une entreprise sur Mars, tu payeras tes 20% de TVA intra-communautaire. C'est légal, c'est obligatoire. Donc le 0% d'impôt n'existe pas. Après, ok, il n'y a pas de revenus sur les bénéfices. Ok, fine. Mais en fait, dans n'importe quel pays, tu peux optimiser tes bénéfices pour ne pas avoir de bénéfices et gagner de l'argent. Tu sais, on a des entreprises aux États-Unis qui s'appellent les non-profit. Donc non-profit, hein, je pense que son nom est clair, c'est non-profit. Donc ça ne fait pas de profit. Mais comment ils font? Tu crois que les gens qui travaillent dedans, qui font des non-profit, ne gagnent pas d'argent? Ils gagnent peut-être bien plus que n'importe quel entrepreneur sur le marché français. C'est tout simplement qu'en fait, ils n'ont pas de bénéfices, puisqu'ils se versent le salaire maximum pour ne pas avoir de bénéfices. Et derrière, ils réinvestissent, etc., etc. Mais ça leur donne accès à un statut spécial où ils ne payent pas d'impôts. D'accord? Donc, il faut arrêter de croire que, ah oui, mais on ne peut pas payer d'impôts. Si tu ne fais pas de bénéfices dans n'importe quelle société au monde, alors sauf en France, on aime bien ponctionner un peu partout, mais tu ne payes pas d'impôts, quoi. Donc, faut vraiment se remettre la tête à l'endroit et comprendre en fait l'économie. Et pour moi, si quelqu'un me dit non, mais je vais à Dubaï pour pas payer d'impôts, déjà, tu ne connais pas les lois d'un entrepreneur, tu ne sais pas que tu vas devoir payer les choses et ça c'est grave. De deux, tu ne comprends pas comment marche le business, l'économie et surtout comment avoir une entreprise, là aussi c'est grave. Et surtout de trois, mais pourquoi tu vas aller dans un endroit où tu as tous les Français? Et en fait, le problème c'est que les gens veulent rester ensemble. Mais encore une fois, Dubaï, c'est bien, c'est sympa, mais Dubaï, c'est niveau petit en fait en termes de résultats, en termes de réussite. Il y a des villes avec des bien plus grosses réussites que Dubaï. Et ça, il faut vraiment comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi tout le monde veut faire la même chose. Tout simplement parce que les gens sont paresseux et les gens sont mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour te vendre quelque chose, ils vont te vendre quoi? Ils vont te vendre une Lamborghini, ils vont te vendre un appartement à Dubaï qu'ils ont loué pour une journée et ils vont te vendre des Rolex. Ok? C'est pas ça la réussite, d'accord? Ces gens-là ont loué des choses. Tout le monde peut louer des choses. Moi, demain, je peux arriver et je peux louer des méga châteaux en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que moi, mon branding ne repose pas du tout sur ce que je veux montrer. Moi, c'est sur ce que j'apporte en termes de valeur. Alors oui, c'est moins sexy. Oui, ça prend plus de temps. Oui, mes vidéos font bien moins de vues. Mais en fait, je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller chercher des gens qui sont intéressés par le paraître. Parce qu'en général, les gens qui sont intéressés par le paraître, devine quoi? Quand tu veux les former, ils arrivent à pas grand-chose. Comment je le sais? D'après toi, cette chaîne-là, elle a plus de 100 000 abonnés. Tu crois que j'ai fait comment? Pas en montrant du paraître, mais en faisant du clickbait à fond. D'accord? C'était une stratégie de croissance à l'époque. Ça m'a ramené beaucoup d'argent, mais ça m'a ramené aussi beaucoup de touristes. Et au final, quand tu fais le tri, tu te dis, ok, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une relation pérenne avec la plupart des touristes? Bah, je te dis non. Pas du tout. Ok? Moi, ce que je veux, c'est construire quelque chose. Et en fait, c'est le problème du marché, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui vendent de la formation, et attention, il y a vendeurs de formation et vendeurs de formation, mais tous ceux qui vendent de la formation, en fait, n'ont aucune vision à long terme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien bâtir. Moi, j'ai mis longtemps à la comprendre. J'ai dû parler à beaucoup de mentors, surtout aux États-Unis et en France. Enfin, pas en France, mais c'est un Français, il se reconnaîtra. Pour comprendre qu'en fait, la vente de formation, c'est pas mon produit final, c'est mon produit d'appel. En fait, c'est pas ça que je propose. Et de plus en plus, mes produits de vente de formation,
mon revenu baisse de mois après mois. Pourquoi? Parce que mes autres revenus de mon business, de mon agence, par exemple, augmentent. Donc en fait, je vends moins de formations, mais je vends plus de services. Et en fait, les services, c'est bien plus rentable que de la formation quand tu sais bien t'y prendre, évidemment. Et en fait, le problème du marché français, c'est que tout le monde aujourd'hui veut vendre de la formation. La plupart déjà, je ne vais pas te mentir, il y a un problème, c'est qu'ils copient sur des formateurs américains. D'accord? L'exemple en date le plus parlant, encore une fois, je ne parle pas de l'humain, je parle juste des faits. Ok? Il y a un mec qui s'appelle Savovens qui a sorti consulting.com. Ok. En France, il y a un mec, il a sorti consultant.com. C'est exactement la même chose, le programme c'est exactement le même, copier-coller, c'est juste traduit en français. Tout simplement parce que les Français sont des copieurs, ils n'inventent rien, ils ne créent rien. Et moi, c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui avec le marché français, c'est que qui crée des choses? Personne. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris la décision de en fait, tout couper et de me concentrer sur moi. Donc, je lis beaucoup de livres de développement perso. Je fais des tests, je travaille. En fait, c'est la différence avec beaucoup d'infopreneurs, c'est qu'ils ne travaillent pas, ils copient juste. C'est pas du travail. Ils mettent rien en place et sans la vente de formation, ils ne gagnent pas d'argent. Et moi, pendant longtemps, quand je faisais que de la formation, ça a été mon cas. C'est-à-dire que je ne gagnais pas beaucoup d'argent parce que j'étais concentré sur développer de la formation. Mais pour développer de la formation, il faut développer des compétences. Pour développer des compétences, il faut avoir un savoir et une connaissance précise. Et évidemment, quand tu t'adresses aux débutants, tu peux y aller gentiment, d'accord? Mais après, si tu veux augmenter ton niveau, moi, ce que j'ai fait, j'ai augmenté mon niveau, j'ai augmenté mes tarifs. Forcément, j'ai dû augmenter mes compétences. Et donc, je sors moins de formations. Mes formations, je suis bien plus baqué dessus et ça me permet en fait d'évoluer. Mais surtout, encore une fois, c'est juste une porte d'entrée. Moi, mon but, c'est pas de vendre des formations à 500, 1000 euros. Mon but, c'est d'avoir des accompagnements, c'est de procurer des services à des entrepreneurs, mais plus pour 5 000, 10 000 euros. Et ça, c'est ce que je fais avec mon entreprise. Un des services que je propose, par exemple, c'est d'incorporer, alors je ne sais pas comment dire en français, mais c'est d'incorporer des sociétés et de les mettre aux États-Unis. On a un système, on a une façon de faire avec mes équipes et ça nous permet d'optimiser pour nos clients les impôts, les revenus au travers de cartes de crédit, etc. Enfin bref, il y a plein de leviers à faire. Et ça, c'est bien plus intéressant que vendre une formation. Parce que la personne, elle s'en fout de payer 10 000 balles parce qu'elle sait que ça va lui rapporter tellement plus derrière. Tandis que essayer de proposer ce même type de service à des gens qui débutent, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la valeur. Bref, tout ça pour dire que comment ça se fait que tout le marché français est au même endroit, concentré avec les mêmes idées? Parce qu'ils n'ont pas d'idées. Et tu sais comment on dit, c'est si tu mets tout le monde dans la même piscine, le niveau sera homogène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le niveau français est homogène, parce que tout le monde fait exactement la même chose. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas d'entrepreneur qui est en Australie. Il n'y a pas d'entrepreneur qui est, je dis une bêtise, mais qui est en Italie. T'as pas ça. Ils sont tous au même endroit. Pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que aussi le fait d'être aux États-Unis permet déjà de sortir de la comparaison avec beaucoup de monde. Moi, pourquoi je suis aux États-Unis? Parce que, comme j'ai dit, ça a toujours été mon rêve, mais surtout parce que le filtre à l'entrée, il est extrêmement dur. Je te donne un exemple. Dubaï, c'est 600 balles, je crois, pour avoir le visa, ou 300 balles, un truc comme ça, c'est ridicule. Aux États-Unis, j'ai dû lâcher 100 000, 100 000, ok? C'est énorme, c'est extrêmement dur. Et donc forcément, ça fait le tri entre les rigolos, les gens qui débutent, et les gens qui ne sont pas sérieux, et les gens qui ont une vraie envie et qui veulent se développer. Alors après, on va me dire, oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller aux États-Unis. Soit, je comprends, mais ça te montre un peu le niveau quand même. Je pense pas que tout le monde qui est à Dubaï a envie d'être à Dubaï. Enfin, qui a envie d'être dans un pays où 6 mois de l'année, tu dois partir parce qu'il fait trop chaud? Soyons sérieux. Parfois, beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes, malheureusement, mais il faut arrêter de croire que Dubaï, c'est la Dolce Vita. C'est pas du tout ça. Dubaï, c'est des conditions de vie très dures. C'est du sable, c'est un caillou. Faut le comprendre. Et encore une fois, c'est ok, mais pour un petit temps de vie, mais il faut comprendre qu'il y a plein d'autres opportunités sur Terre et il faut arrêter de voir juste une vision et de faire comme tout le monde. C'est pas parce que ton influenceur préféré est à Dubaï que tu dois aller à Dubaï. Parce que, encore une fois, tu ne veux pas forcément les mêmes choses que ton influenceur préféré. Tu as ta vie, tu as tes libertés et forcément, il faut que tu profites de ce que tu veux. Ok? En parlant du marché, il y a aussi quelque chose qui est en train de se développer, c'est tout simplement les SaaS. Aujourd'hui, c'est la mode de faire un SaaS, un SaaS, un SaaS, un SaaS. Alors évidemment, on a des outils comme le no-code qui est très très important. Et moi, le no-code, je suis entré par la grande porte pour ceux qui avaient suivi l'année dernière où j'ai fait un challenge sur 5 jours où je développais une app no-code. Moi, j'ai aucune notion de code, etc. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué de sortir ça, même avec toutes les connaissances du monde, même en travaillant, etc. J'ai dû faire appel à un prestat à la fin pour finir. Ça va, c'était un Indien, il m'a pas coûté cher. Je crois qu'on a sorti une application mobile à l'époque qui était plutôt pas mal pour 60 de dollars. C'est un truc pas si cher que ça. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que
bah, c'est compliqué, c'est une compétence à avoir. Et justement, à ce moment-là, j'avais été contacté quelqu'un qui est devenu un ami par la suite, parce que ça fait plus d'un an qu'on se parle très fréquemment, c'est Théo. Théo, allez voir sa chaîne, il est spécialiste no-code, et c'est un vrai métier, quoi. C'est compliqué. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui te disent, ouais, non, mais sors du no-code. Mais les amis, sortir une application en pluguant ChatGPT, c'est pas ça, un SaaS. Un SaaS, ça n'apporte pas de vraie solution. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème d'Internet aujourd'hui, c'est de te faire croire que c'est facile, tout est facile. Ouais, c'est facile de lancer un truc. C'est comme, je m'en souviens à l'époque, j'avais fait une vidéo où je faisais beaucoup de print en demande. Alors pour ceux qui connaissent le print en demande, enfin ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est l'impression à demande. C'est-à-dire que tu mets un logo sur un t-shirt par exemple, et dès que tu le vends, ton fournisseur imprime le t-shirt et l'envoie à ton client. Ok. J'avais fait une vidéo, comment lancer sa marque en 2 jours. Et je me souviens, il y a une meuf qui m'était tombée dessus, une spécialiste du branding, je sais pas quoi, qui m'était tombée dessus, qui me fait ouais, c'est pas possible et tout. Bah si, c'est possible de lancer ta marque en 2 jours. Jamais dit qu'en 2 jours tu allais faire de l'argent, tu allais être millionnaire. Non, ça c'est un autre niveau. C'est pareil, c'est facile de lancer un SaaS. Maintenant, est-ce que c'est facile de faire de l'argent? Bah non. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. C'est qu'il y a une différence entre lancer et entre pérenniser. D'accord? Il faut vraiment comprendre tout ça. Et le vrai problème que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que quand ils veulent créer un SaaS, ils veulent tous créer en fait une fonctionnalité qui existe déjà chez ChatGPT. Tu vois, par exemple, un truc qui a été à la mode avec Jasper.ai, c'était ouais, tu peux écrire des emails précis avec ChatGPT. Ouais, ok, bah je vais sur ChatGPT, je lui donne tous les paramètres qu'il faut. Une fois que je l'ai bien entraîné, en plus on peut créer notre propre ChatGPT, bah voilà quoi, c'est fait. Ok, bon bah voilà, maintenant on fait quoi? Et en fait, le truc c'est de se dire, c'est qu'est-ce que tu apportes, quoi? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Et la plupart du temps, c'est aucun problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la théorie de Huber. La théorie de Huber, c'est quoi? C'est tout simplement que moins la friction à l'entrée est difficile, plus tu auras de compétiteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres de compétiteurs, parce que c'est facile. Tu enregistres ta vidéo, tu fais une page de vente, that's it, c'est fait. Ok, mais de rester des années, moi ça fait 8 ans que je suis là, ben, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Moi, il y a 8 ans, tous ceux qui étaient là il y a 8 ans, ils ont pratiquement tous périclité. C'est compliqué de rester sur le long terme, d'accord? Ben, c'est pareil. Et pourquoi c'est la théorie d'Uber? Pour expliquer, c'est tout simplement que Uber, aujourd'hui, n'importe qui a un peu de cash, quand j'ai un peu de cash, c'est quelques millions, peut faire une application Uber. Tu développes l'appli, surtout que maintenant avec du no-code, c'est super facile, mais tu développes l'appli, tu trouves des VTC, donc des chauffeurs qui sont prêts à bosser pour toi, tu leur donnes une meilleure rémunération, boum, tu as ton business model, quoi. Alors ouais, tu ne seras pas rentable, mais tu t'en fous. Ce genre d'entreprise, c'est fait pour lever de l'argent et puis après faire des leviers et d'être introduit en bourse, etc. Mais en fait, c'est ça le truc. Comme tout le monde peut le faire, c'est pour ça que tu as vu la prolifération de peut-être toutes les apps, mais je crois qu'en France, tu as Bolt, tu as Alfred, des trucs comme ça. Enfin bref, t'en as plein partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a Uber, il y a Lyft, je sais qu'il y en a plein d'autres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la barrière à l'entrée, elle est ridicule. D'accord? Et donc, si aujourd'hui, tu veux faire un business, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est les vidéos dans le e-commerce, c'est les 10 produits winners à vendre. Si quelqu'un voit cette vidéo, tu vois qu'il y a 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo, comment tu peux espérer, parce que tu l'as vu un peu après ou un peu avant, tu vas pas avoir les mêmes produits, avoir les mêmes trucs. Comment tu peux espérer que toi tu vas vendre plus parce que, enfin, qui tu penses être pour ça, quoi. Et ça qui est rigolo, c'est barrière à l'entrée. Si elle est zéro, ça veut dire que n'importe qui peut être ton concurrent. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans la vente de la formation en ligne, tout le monde se ressemble, ils sont tous à Dubaï, etc. Et il y a zéro personal branding. Et donc forcément, comme ils sont tous clones de clones de clones de clones, et ben personne fait vraiment d'argent. Alors on fait de l'argent parce que le marché fait qu'il y a de l'argent, mais je veux dire, il n'y a personne qui fait vraiment d'argent, quoi. Et la plupart des personnes qui disent qu'ils font de l'argent font pas vraiment cet argent. Je t'explique la parenthèse. En fait, ils ont un problème, ils ont un vrai problème, ces personnes-là, c'est de confondre le signé et l'encaissé. Et en fait, beaucoup de personnes vont dire non, non, mais j'ai fait un demi-million ce mois-ci. Ouais, mais ton compte en banque, il a combien? Parce que moi, j'en connais des gens qui disent ça et leur compte en banque, il a 10 000 balles. Parce qu'en fait, c'est différent entre l'encaisser, ce que tu encaisses vraiment, et le signer. Moi, je ne parle jamais en signé. Pourquoi? Parce qu'avec l'expérience, je sais très bien qu'en fonction de ton niveau de prix, tu as de plus en plus de gens qui ne payent pas. Surtout avec ce qui se passe en France, où c'est la galère, il n'y a plus d'argent. Les gens, soit ils ne payent pas, soit leur carte, elle arrive à expiration. Bonne chance pour les relancer. Soit ils annulent le paiement, soit ils font paiement frauduleux, donc c'est différent, hein. Tout ça c'est différent, mais paiement frauduleux, c'est genre non, j'ai jamais dit que j'allais payer et donc je veux être remboursé. Tout ça,
pour des prix à 2000, 3000, 4000, je te le dis parce que j'ai les datas, ça représente 50-60% des demandes, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont commencer à parler de chiffres qui ne veulent rien dire. C'est comme si, en fait, demain, j'envoyais une facture à Microsoft, par exemple, je lui fais ouais, bah, vous me devez 1 million pour que je vous fasse votre marketing. Admettons, c'est un mec de Microsoft qui signe, bah, je me dis cool, j'ai signé 1 million. Ah, mais mon coco, si t'as pas l'argent, bah, t'as beau signer tout ce que tu veux, il va rien se passer, quoi. D'accord? Et en fait, beaucoup de personnes, en plus, quand ils disent oui, c'est signé, ils n'ont rien signé. C'est juste page de vente, paiement en 5 fois, en 10 fois, en 12 fois, et la personne ne paiera jamais les 12 fois. Elle ne paiera même pas, peut-être même pas la première fois. Donc, bref, faut arrêter tout ça. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes parlent, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Personne, par exemple, moi, je vais lancer un gros projet cet été. Et si tu t'abonnes et si tu regardes ça, tu verras, ça va être intéressant. Et tu verras que personne ne l'a jamais fait. Et la question qu'il faudra se poser, c'est pourquoi personne n'a jamais fait ce genre de choses? Parce que les gens ont peur. Les gens n'ont aucune compétence et ils ont peur que ça soit mis à la lumière. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un SaaS, c'est très bien. Moi, je pense que c'est génial. C'est pas la même façon de valoriser du business. C'est-à-dire que là, on cherche plus déjà du revenu récurrent, mais surtout derrière, on cherche une valorisation. Parce que du personal branding, c'est très bien, c'est génial, mais personne derrière peut investir chez toi. Si quelqu'un rachète Tomaggio demain, bah, ça vaut plus rien parce que ça sera plus Tomaggio. Sauf si après on arrive à trouver avec l'AI, etc. et que j'arrive à mettre des conditions. Mais même ça, tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va dicter ce que moi je pourrais dire. Ce serait n'importe quoi. Tandis que le SaaS, que ce soit, c'est moi qui lance un SaaS. Que demain je parte, je le vende, etc. On s'en fout, tu vois. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai lancé un projet crypto que j'ai revendu. Bon, bah, le projet crypto, il marche encore, que ce soit Thomas ou pas Thomas, on s'en fout. Moi, j'ai des parts encore du projet, donc je reste dedans en tant qu'advisor et en tant qu'actionnaire minoritaire. Mais forcément, c'est différent, mais le projet marche quand même. Et le projet ne perd pas forcément de valeur parce que je vends ou autre. Ça n'a rien à voir. Tandis que du personal branding, on ne peut pas. Bref. Et donc, le SaaS, c'est cette stratégie qu'il faut faire. C'est accumuler donc le revenu récurrent, MRR ou ARR, hein, Monthly Recurring Revenue ou Annual Recurring Revenue, donc le revenu récurrent à l'année ou revenu récurrent mensuel, et derrière, c'est de pouvoir lever de l'argent, d'accord? Et beaucoup de personnes en fait n'ont pas toute cette vision-là, ne comprennent pas en fait les trucs. Donc si aujourd'hui ton but c'est de créer un SaaS, ok, mais qu'est-ce qu'il apporte en plus et comment tu es sûr qu'on ne peut pas te copier? Par exemple, à l'époque hein, où les AI n'existaient pas, il y avait des spécificités qui faisaient que bah, c'était ton truc et personne ne pouvait te le copier parce que tu l'avais développé en interne, parce qu'il y avait de la R&D, etc., etc. Alors attention, je ne dis pas que tu dois faire un SaaS avec de la R&D, c'est pas ce que je dis, mais apporte un truc si bon que personne ne peut te copier. Ou alors, et en général, personne n'a ça au début, soit un truc si bon avec de la R&D, soit une méga communauté qui fait que c'est bon, tu as plié le marché. C'est comme ça que dans d'autres thématiques, on a des entreprises comme Prime, Bizburger, Feastable, donc tout ça qui appartiennent à des gros youtubeurs américains qui font des milliards et des milliards et des milliards. Est-ce que leur produit est bon? Non, moi je te dis, je les ai goûtés, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que derrière, ils ont une énorme base de fans qui fait que les ventes sont en automatique. D'accord? Donc comprends bien ça. Et je ne veux pas que tu crois que c'est facile. C'est évidemment que c'est plus facile qu'à l'époque. Enfin, moi franchement, ça me choque. Je me dis, à l'époque, tu imagines quand tu devais ouvrir un business, tu devrais ouvrir un commerce, donc te taper le loyer, avoir du stock, et derrière, tu devais, bah, si tu n'avais pas de clients, tu devais tout gérer, quoi. Donc c'était très compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Mais il faut arrêter de croire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile, c'est dur. Il y a des remises en question permanentes et c'est compliqué. Et je ne veux pas casser l'ambiance parce que franchement, on a de la chance. On vit dans la meilleure époque, je pense, de l'humanité où tout est quand même accessible. Et aujourd'hui, si tu as envie de lancer une entreprise, un SaaS, ta formation, une agence, etc., c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu peux le faire. Par contre, arrête de croire que c'est facile. C'est dur d'être entrepreneur. C'est compliqué. Ça fait mal. Mais c'est là, en fait, où tu sais qui va réussir, qui ne va pas réussir. Et c'est pour ça que moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent ah, mais Thomas, le marché de la formation, c'est bouché. Il y a trop de monde. Mais non, ça, c'est que dans ta tête. Le marché de la formation, si tu regardes tous les analystes, il va doubler dans 3 ans. Dans les 3 ans qui arrivent, là, en 2027, il va doubler. Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu auras 2 fois plus de demandes, mais aussi 2 fois plus d'offres. Donc, si tu penses que c'est bouché aujourd'hui, imagine dans 2 ans. Donc, ne t'arrête jamais avec tes on pense, je pense que, etc., etc. Il faut que tu penses absolument aux faits. Moi, je parle peu en fait de ce que je ressens. Moi, je regarde surtout les faits. C'est-à-dire que ce que tu ressens, c'est toujours biaisé avec ce qui se passe dans ta vie, tes expériences, etc., etc. Ok. Bon, ensuite, on a 2 autres sujets qui sont la liberté. Moi, comme je t'ai dit, j'ai voulu créer une business pour être libre.
Libre de 5 points. Le premier, c'est financièrement. Donc, aujourd'hui, l'argent n'est plus un problème, même si on en reviendra après, je te parlerai un peu de ma vision à l'argent. Deux, c'est la liberté géographique. Aujourd'hui, j'habite Orlando. Dans quelques jours, je vais partir à Las Vegas pour mon anniversaire. Je vais pouvoir bosser de là-bas. Je vais pouvoir, après, le projet, c'est d'aller en Europe. Pareil, je vais me faire un grand tour d'Europe. Pendant un mois, je pense, je vais essayer de travailler full remote depuis partout en Europe. Donc, ça va être intéressant, ça va être un beau challenge. Et je veux voir surtout si mon chiffre d'affaires n'est pas impacté. Et ça, moi, ça me fait kiffer. Parce que moi, je dépense pas beaucoup, tu vois. Genre, là, je suis chez moi, je suis tranquille, je suis dans mon salon. Et moi, en fait, mon kiff, c'est pas des Rolex. Je n'ai pas de Rolex. Je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'attire pas. Pareil, les voitures. Ma voiture, c'est une Nissan Kicks. C'est un vieux truc. C'est genre, ça ressemble à une Renault Capture, quoi. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Je la conduis jamais. Ma copine a une Tesla. Ça me va très bien, quoi. On partage la Tesla pour deux, ça va très très bien. En fait, j'ai pas besoin de. Moi, ça m'intéresse pas les voitures. Moi, je kiffe Tesla, pas parce que c'est Tesla, pas parce que c'est électrique, j'en ai rien à foutre. C'est parce qu'aujourd'hui, Tesla, c'est la voiture avec les features technologiques les plus intéressantes. Et moi, je suis un petit geek sur les bords et j'adore ça, d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que moi, ça m'attire pas tout ça. Par contre, ce qui m'attire, c'est le voyage. C'est tellement plaisant de pouvoir voyager en quelques heures, d'être dans un endroit totalement différent. Ça me fait tellement, tellement, tellement kiffer de manger dans des bons restaurants, de manger de la bonne nourriture, de comprendre les cultures. Et c'est tellement plus enrichissant. Et moi, je suis un passionné de géographie, je suis un passionné d'histoire, alors que j'étais très mauvais à l'école. Mais j'adore ça, j'adore comprendre les cultures. Et pour moi, une des meilleures façons de comprendre les cultures, c'est au travers de la nourriture. C'est tellement passionnant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'est ma liberté. C'est ça que je kiffe. C'est donc être libre financièrement, être libre géographiquement, être libre temporellement. Là, on est un samedi après-midi. Ma copine, elle m'a dit, bon, bah, vas-y, j'ai envie d'aller faire les courses. Va faire les courses. Moi, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler toute la semaine prochaine, je le ferai pas. Personne ne peut me dire quoi faire. Si j'ai envie de travailler à 3 heures du mat, je le ferai. Et ça, c'est trop beau, quoi. C'est de travailler quand on veut, où on veut. Et, et c'est parfait. Ensuite, il y a la liberté qui est sociale. Donc, c'est fini. Je pense que je vais te donner l'exemple, ça va te parler, mais c'est fini d'écouter Patrick qui se plaint de sa femme et de ses enfants qui ont gueulé tout le week-end et tu sais, qui parle le matin là, la machine à cafétéria qui pue de la gueule, là, qui sent la cendre froide, la clope froide et le café. C'est fini tout ça. C'est fini. Ça, c'est une libération. Je me souviens quand je travaillais dans un grand groupe du CAC 40, putain, mais ça m'emmerdait ça de prétendre que ça m'intéressait la vie des autres, de personnes que je voyais une fois par semaine. Je m'en fous totalement. Et donc ça, c'est un bonheur. Et aujourd'hui, je travaille et je suis entouré d'entrepreneurs, d'investisseurs et qui sont à des niveaux bien plus intéressants que moi. Et c'est trop passionnant. C'est trop passionnant parce qu'ils ont toujours des histoires, des visions, des façons de voir le monde. Et c'est tellement enrichissant. Et moi, j'adore ça. Et enfin, la liberté hiérarchique, qui est personne ne peut te dire quoi faire. Et ça, putain, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. C'est toi le boss de ta vie. Et moi, en fait, je vois aujourd'hui ma vie, je gagne assez d'argent pour, tout simplement vivre ma vie comme je l'entends. Mais pour moi, je vois ma vie un peu comme dans un jeu vidéo. J'ai toujours été fan de jeux vidéo. Pour moi, c'est ça, c'est tester ton perso. Et plus tu gagnes d'argent, pour moi, plus tu gagnes de points. Tu arrives à un moment où en fait l'argent, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, tu vas juste contrôler ton personnage, donc toi-même, et tu vas faire ce que tu as envie. Quoi. Putain, mais c'est génial, c'est quel kiff. Quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le bonheur absolu. Et moi, la liberté, ça a toujours été ma quête. J'ai jamais été fait pour être salarié, j'ai jamais été heureux dans le salariat, j'ai jamais été heureux à l'école. Et je suis épanoui à fond dans l'entrepreneuriat. Alors moi j'ai une petite obsession, c'est que je veux toujours bosser, 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 faire les choses bien. J'essaye, plus je vieillis, plus j'essaye de prendre du temps pour moi, pour me dire ok, il n'y a pas que ça dans la vie. Ça serait dommage de passer aussi à côté d'expérience. Et aujourd'hui je me donne je me donne un peu plus aux expériences et à ce que j'ai envie d'accomplir, etc. D'un point de vue personnel. Parce que l'entrepreneuriat c'est bien, le business c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi un bon équilibre. Et pendant très 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 longtemps, moi j'étais vraiment comme ça. C'est-à-dire que travail et puis il n'y avait pas grand-chose à côté. C'est bien, ça m'a permis d'en être là où j'en suis assez rapidement, mais c'est pas très important. Et le problème de ça, c'est que là en ce moment j'essaie un peu de perdre du poids. Je suis pas si gros que ça, mais j'ai des petits bourrelets là. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas assez pris soin de mon corps pendant ces années en fait où j'étais en pleine croissance. Parce que mon objectif était tellement unique, c'était je veux aller aux États-Unis le plus vite possible, que je me suis focus uniquement sur ma croissance et j'ai oublié totalement le reste. C'est-à-dire que j'avais pas la salle de sport, je faisais plus de sport, je suis un grand fan de basket, j'ai joué très longtemps à haut niveau au basket et pourtant bah, j'y allais plus quoi. Je n'allais plus au basket, je faisais plus rien. Et en fait, je me suis dit ouais mais le temps que je mets au basket, je pourrais pas le mettre sur mon business.
ou le temps que j'aille au sport, je le mettrai pas sur mon business. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est plus comme ça me permet de me ressourcer et donc au final, en passant moins de temps, je pourrai atteindre les mêmes résultats. Sauf que évidemment, l'un comme l'autre, tu ne le seras jamais puisque toute ta vie est faite de choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un choix. Tu vois, j'aurais pu passer la journée à regarder la télé ou à voir des potes, etc. Je le passe à travailler. Est-ce que cette vidéo, si je l'avais tournée demain ou après-demain, aurait été meilleure que celle que je suis en train de tourner là? J'en ai aucune idée, tu ne le sauras jamais. Oui, je sais, bienvenue dans mon cerveau, je pense à 4 milliards de trucs. J'ai l'impression que ça bug, donc je vais le porter à la main. Donc, faut vraiment comprendre que tu ne pourras jamais savoir. Et moi, à ce moment-là, je pensais que c'était la meilleure décision de prendre, c'était de mieux travailler. Je pense qu'aujourd'hui, je paye un peu ces pots cassés où, forcément, les années ont fait que j'ai pris du poids. Et beaucoup de personnes m'ont dit, non, t'as beaucoup pris de poids aux États-Unis. Non, aux États-Unis, j'ai pas du tout pris de poids en fait. Je suis exactement la même forme, le même poids, etc. Le même indice de masse corporelle que quand j'étais en France. C'est juste que j'ai pas le temps. Et là, je commence à m'y remettre un peu petit à petit, petit à petit. Le plus dur, c'est de changer ses habitudes. Le plus dur, c'est de comprendre que le business n'est plus prioritaire, mais que là, en ce moment, c'est ma perte de poids qui est prioritaire. Donc, si j'ai le choix entre travailler / un call avec un client ou faire du sport, je dois privilégier le sport. Donc, c'est compliqué. Il faut retrouver un peu comment marche ma vie, comment se situe le sport versus mon business. C'est compliqué, hein, c'est vraiment pas facile. Et franchement, j'ai un pote qui a perdu 40 kilos. Putain, mais respect à lui. Et aujourd'hui, c'est une machine de guerre. Et franchement, c'est quelque chose, parce que faut une détermination et faut vraiment y arriver. Et c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, tu sais, tu vois l'argent, etc. un peu partout. Être entrepreneur, par exemple, c'est facile, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est tous les gens qui réussissent dans un domaine, peu importe le domaine, c'est qu'ils ont fait à un moment donné des choses que la masse n'a pas voulu faire. C'est fini, c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas oh lui il a la chance ou quoi. Oui, la chance peut-être, mais c'est un petit facteur. Le vrai facteur, c'est est-ce que les personnes ont fait les actions. Et pour reprendre mon pote là qui a perdu 40 kilos, qu'est-ce qu'il a fait comme action? Il s'est mis comme un déglingué. Il a très bien mangé, il a fait un masse de sport. Je crois qu'il fait 5 heures de sport par jour. Il s'est pas donné des excuses, parce que là je les connais, hein, les gens qui font ah ouais mais c'est facile, lui il avait 5 heures. On a tous 24 heures dans une journée, c'est à toi de prioriser ta vie, d'accord? Et le mec, c'est une machine de guerre quoi. Et aujourd'hui, c'est un athlète, un surathlète, ok? Et il faut vraiment comprendre ça quoi. Et donc, si on veut avoir des résultats, faut faire les choses que les gens sont pas prêts à faire. Là, par exemple, cette vidéo, je sais pas ce qu'elle va donner. Moi, franchement, je la kiffe, je prends du plaisir à la faire. Je m'en fous en fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui, une petite phrase va tout simplement leur matrixer le cerveau. Ils vont se dire putain, mais ce mec, en fait, j'aime bien ce qu'il dit, ça se trouve, et je vais vouloir bosser avec lui. Et en fait, si j'ai une personne qui fait ça, putain, mais c'est génial. Et tu vois, j'aurais pu être, ce que je dis, j'aurais pu ne pas faire cette vidéo aujourd'hui, un samedi après-midi, alors qu'il fait ciel bleu dehors, il fait magnifique, je pourrais être à la piscine, je pourrais kiffer ma vie, mais j'y suis pas. Et c'est ça l'important, c'est de faire les choses quand les autres ne le font pas. Et pour finir, moi, le truc le plus important, c'est pour moi, tu es un très bon entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu vas débloquer quelque chose de fantastique. Cette chose, c'est quoi? C'est tu n'as plus besoin de mettre de réveil, d'accord? Donc c'est beau, c'est magnifique, mais tu n'as plus besoin de mettre de réveil. Et en fait, le fait de plus mettre de réveil, ça t'apporte deux choses. Ça t'apporte encore une liberté temporelle, d'accord? Et pour moi, c'est le plus grand flex. Hein. Pour moi, franchement, j'ai pas besoin de me la péter avec des Lamborghini ou des Rolex. Pour moi, le plus gros flex, c'est putain, la dernière fois que j'ai mis un réveil, c'était juste pour prendre un avion et pour me barrer à l'autre bout du monde. Ça, c'est du flex. Tu vois, c'est tellement. Enfin, combien de fois tu t'es réveillé avec un réveil qui t'agresse le matin et qui te met dans la mauvaise humeur? Normal que les gens dans le métro ils font la gueule. C'est normal. Quelle horreur le réveil. Et pour moi, tu vois, un vrai entrepreneur, c'est quand t'as la chance de te réveiller à l'heure que tu veux. Donc, tu vois, je pourrais me réveiller à 11h tous les matins. C'est de quand même prendre la décision et de se lever à 7h. Tu vois, moi, tous les matins, je me lève à 7h. Pas parce que j'ai un réveil ou quoi, c'est parce que mon corps se réveille à 7h, il est habitué. Et c'est ok, je kiffe. Je me réveille quand je me réveille, en fait. Et ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté. En parlant de beauté, je suis vraiment en train de travailler sur moi, sur un vrai sujet en ce moment, qui m'a pris pas mal de temps. C'est un problème par rapport à l'argent. En fait, moi, je suis un vrai stressé de l'argent. Et récemment, il y a eu pas mal de vidéos d'infopreneurs qui disent oui, j'ai des problèmes d'argent. Ah, no shit. Le faking till you make it, à un moment, il y a plus de sous, quoi. C'est normal. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs ont dit ouais, j'ai des problèmes d'argent. Alors moi, j'ai pas de problème d'argent, j'en ai eu parce que j'ai mis all-in sur un projet, sur mon projet crypto qui a pas réussi autant que je l'espérais. D'accord? Je me suis refait, etc. Donc c'est pas le problème. J'ai pas un problème d'argent, j'ai un problème en fait de manquer. Et pour moi, une des compétences les plus sous-estimées et dont personne ne parle, c'est ok, gagner de l'argent, c'est cool.
Mais garder de l'argent, putain, c'est un skill de ouf. Hein. C'est un skill de ouf. Et en général, on dit que plus on gagne de l'argent facilement, plus c'est facile de le brûler. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que je suis pas d'accord aussi parce que ça fait partie, avant toute chose, d'un. Ça fait partie avant toute chose d'une éducation financière, ok. Et aujourd'hui, personne ne parle, parce que c'est pas sexy, de comment garder de l'argent. Putain, mais je peux t'assurer que garder de l'argent et le faire fructifier, c'est compliqué. Et moi aujourd'hui, j'essaye de me détacher un peu plus de l'argent, dans le sens où pendant très longtemps, je stressais, mais vraiment, mais je stressais. J'avais fait ma fin de mois, elle était bien, j'avais de l'argent. Et dès qu'on passait le premier du mois d'après, je stressais parce qu'il fallait tout refaire. Et c'était un peu une rat race, mais c'est une rat race que je me suis imposée à moi-même pour me mettre la pression. Et en fait, il n'y a jamais un jour dans ma vie en 8 ans où j'ai été en négatif. Ça n'existe pas. J'ai jamais fait avec mon business, ça n'existe pas. Mais pourtant, pendant très longtemps, j'ai été en stress. Alors que tous les mois, mes comptes en banque grossissent. Tous les mois, mon compte en bourse grossit. Tous les mois, mes cryptos grossissent. Tous les mois, tous mes investissements. Et en fait, tout mon patrimoine grossit tous les mois. Et pourtant, je suis stressé. Et en fait, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, mais j'ai peur de quoi en fait? J'ai déjà été à zéro. En 2023, je recommence l'année. J'ai 3000 balles sur mon compte. Mon patrimoine net, c'est 3000 balles. J'ai plus rien. Ok. Aujourd'hui, donc un an et demi après, je dois être à plus de 220 000, un truc comme ça. Ok. Donc pourquoi je stresse en fait? Je stresse tout simplement parce que j'ai peur un jour que tout s'arrête. Je sais pas, c'est bête, mais en fait, comme quand t'es entrepreneur, t'as aucun filet de sécurité, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'en faisant ça, c'est un bon stress. C'est-à-dire que c'est un stress qui est parfois pas bon, c'est nocif, mais lissé sur tout le temps, c'est un stress qui est plutôt bon. Et j'essaye surtout d'évoluer ma vision par rapport à l'argent. Dans le sens où, bah, si je prends l'histoire, j'ai toujours gagné plus d'argent que l'année d'avant, sauf quand j'ai changé de stratégie évidemment. Mais surtout, le plus important, c'est pas combien je gagnais, c'est mon patrimoine. Parce que gagner, c'est intéressant, mais c'est surtout qu'est-ce que tu dépenses. Et tu vois, par exemple, cette année, je vais gagner sûrement un tout petit peu plus que l'année d'avant. Dans mes projections, on est dans ces eaux-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que mes dépenses, c'est presque, je crois que j'ai diminué de 25% mes dépenses. Donc au final, le gap, il va être bien plus grand, et c'est ça le plus important. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent pas. Et pour revenir un peu à Dubaï, où 0% d'impôt, etc., en fait, les gens comprennent pas que, ouais, t'as 0% d'impôt, mais en fait, tu te fais éclater. Un coca, ça coûte 7 ou 8 balles. Donc, ok, t'as peut-être 0% d'impôt, mais en fait, tu les payes indirectement. C'est ce qu'on appelle la taxe du riche. C'est-à-dire que tout est tellement cher que, bah, ça fait chier, quoi. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas éviter. Donc, c'est pour ça que gérer ses dépenses, gérer son patrimoine, faire fructifier son argent et surtout garder son argent, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est un skill, tu vois, que j'essaye de développer, qui a toujours été bon. Moi, j'ai toujours été. Mes parents m'appelaient l'écureuil, parce que dès que j'avais de l'argent, genre, tu sais, quand je partais en sortie, quand j'étais plus jeune, ils me donnaient de l'argent de poche, ils me donnaient 10 balles. Et parenthèse, à l'époque, putain, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 10 balles? Aujourd'hui, c'est compliqué. Et en fait, à chaque fois, je revenais avec 5 balles d'utiliser. 6 balles maximum. Et donc, ça me permettait de mettre de l'argent de côté. J'ai toujours cette peur de manquer. Et ça n'a rien à voir parce que mes parents ont plutôt bien réussi dans leur vie, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, mais je sais pas, personnellement, j'ai toujours peur de manquer. Et c'est comme quand je joue aux jeux vidéo, c'est exactement la même chose. Quand je joue aux jeux vidéo, que par exemple, on joue un jeu de tir, et que je vide une salle entière, tu peux être sûr que je vais fouiller toute la salle pour être sûr d'avoir assez de munitions. Alors que c'est qu'un putain de jeu vidéo. Et c'est un problème de manque, et c'est trop bizarre parce que j'ai pas ce genre de problème dans mes relations personnelles. J'ai pas ce sentiment de manque, je m'en fous, mais c'est avec des ressources, j'ai toujours ce problème de manque. Et c'est assez important de le comprendre et de l'identifier comme problème. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'un peu plus de me détacher en fait, de mes revenus. Et du coup, je prends des actions dans mes business, mais même dans ma vie, qui sont moins reliées à l'argent. Et ça me permet derrière d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. Et ça fait du bien. Et en fait, je sais que chaque action que je mets en place me permet d'être plus libre et surtout me permet d'atteindre mon objectif financier bien plus rapidement. Mon objectif aujourd'hui financier, c'est de toucher 20 000 euros en dividendes. Donc, si tu fais le calcul, ça fait un beau gros compte en banque. Évidemment, il n'y aura pas que les dividendes, je vais aussi investir dans l'immobilier, donc il y aura ça qui tournera aussi. Mais si j'ai 20 000 euros en dividendes, je sais que je suis bien. Je sais que j'ai un matelas de sécurité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais tous les entrepreneurs, on n'aura pas de retraite. Tous les salariés, on n'aura pas de retraite non plus. Donc aujourd'hui, c'est à toi de faire ta retraite. Et j'avais vu une stat qui était très importante.
il y a 10% des personnes qui investissent en bourse en France. 10%, c'est ridicule, ok? Aux États-Unis, c'est 60%. Parce qu'aux États-Unis, en fait, toutes les personnes disent oui, il n'y a pas de retraite, etc. C'est encore une fois des conneries. Je pourrais parler toute la journée d'école, ok, d'école publique qui est gratuite aux États-Unis, la santé qui est gratuite ou pas du tout chère, qui est bien moins chère qu'en France aux États-Unis, en fonction de tes revenus, etc., etc. D'accord? Et également de la retraite. En fait, c'est juste que tout est privé aux États-Unis. Alors, tu as du public, etc. Mais en fait, comme tout est privé, c'est à toi de te faire tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'Américains qui investissent. C'est parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont stimulés. Et il y a un truc qui est trop bien, ça s'appelle un 401k. 401k, c'est en fait ton plan retraite avec ton entreprise. Et en général, les entreprises, le 401k, il est capé à l'année, d'accord? Je crois qu'il est capé à 25 000 dollars à l'année que tu peux rajouter. Si tu le gardes pendant 40 ans, je crois que tu n'as pas d'impôt dessus. Ça, c'est un truc comme ça, c'est un délire. Et en fait, certaines entreprises doublent ou triplent la mise que tu mets. Donc imagine, tu mets 20 000 balles à l'année, bah, ton entreprise va matcher et va mettre le double ou le triple. Bah, c'est trop bien, tu vois. Et on revient à ce que je disais, être entrepreneur, en fonction de la condition, mais c'est trop bien, quoi. Et surtout, à la fin, tous tes gains, ça sera sans impôt. Moi, je me tâte à faire ça parce que j'ai pas envie d'être attaché à un seul paramètre. Mais d'un côté, si j'investis dans les entreprises américaines, bah, je suis aussi attaché sur un paramètre qui est le paramètre américain. Donc c'est de la réflexion à haute voix là que j'ai. Mais il faudrait que je vois parce que tu as quand même des déductions d'impôts, etc. Bref, comme toujours, les déductions d'impôts, c'est bien, mais c'est au final, ça faut faire des maths, hein. Parce que par exemple, le PEA, en fonction de comment tu investis, bah, si tu investis bien, le PEA, ok, tu payes pas d'impôt ou tu as une impôt diminué, je crois. J'ai jamais eu de PEA, donc je parle sans savoir là-dessus. Mais si derrière, en fait, comme tu es obligé, je crois, avec le PEA d'investir que dans les entreprises françaises ou européennes, bah, au final, si tu passes à côté, je sais pas, d'un Microsoft ou d'un Apple ou d'un Nvidia avant qu'il fasse 3500%, bah ok, tu payes peut-être moins d'impôts ou pas d'impôts, mais au final, si tu as une croissance moyenne alors que tu aurais pu avoir une croissance exponentielle, bah c'est ridicule, quoi. Donc encore une fois, tout est une question de maths. Et faut pas croire tout ce que tous les gens me disent. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, il a un intérêt en général à te vendre un truc. Tu vois, le PEA, les banques, elles ont intérêt à te le vendre parce qu'elles sont margées dessus. Ok, c'est un produit financier où elles sont margées dessus. Pareil, pour l'assurance vie, c'était un énorme produit à l'époque, c'était un très bon produit financier. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Mais les entreprises ont plus de commissions dessus. Donc c'est pour ça qu'elles te payent. Bref, je m'égare un peu, on revient sur le sujet. Mais j'avais une vraie relation à l'argent qui était pas bonne, où j'avais toujours besoin d'en avoir plus pour me sécuriser, quoi. Et j'ai toujours eu ces problèmes-là, alors que maintenant ça va mieux. Je commence à progresser, je commence à grandir, mais j'ai toujours ce manque de manquer. Et pour moi, limite, il faudrait que je fasse 5 ou 10 fois ce que je fais là aujourd'hui pour me sentir vraiment relax. Je pense que j'exagère, je pense que si je fais 3 ou 4 fois, je serais déjà bien relax. Mais c'est intéressant. Tu vois. C'est intéressant aussi de faire l'introspection et de voir où on est bon, où on n'est pas bon, ce qui va pas, etc. etc. Pour parler d'investissement, je regardais mes notes, mais en parlant d'investissement, c'est justement ce que je te disais, tu vois, on n'aura pas de retraite, donc c'est à nous de faire notre propre retraite, et c'est à nous tout simplement de devoir être maître et responsable en fait de ce qu'on veut mettre en place. Et je vois beaucoup de personnes malheureusement qui ne se forment pas à l'investissement et qui ne comprennent pas en fait que aujourd'hui tu dois investir. Et pour moi, ça doit être d'utilité publique, tout le monde devrait investir, quoi. Tout le monde devrait investir. Et je te parle pas d'investir dans les cryptos ou si tu sais pas ce que tu fais, ne le fais pas, quoi. Mais dans de la bourse, au moins un ETF du S&P 500, tu mets ça et puis voilà, quoi. C'est 10% par an depuis des années. Et c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec ma mère. Et bon, je vais pas refaire son éducation financière, hein, elle n'a pas besoin de moi pour ça, mais mes parents ont acheté beaucoup d'immobilier. Pareil, dans ma famille, c'est beaucoup immobilier, j'ai l'impression, dans ma famille, parce qu'en effet, avant, c'était très facile d'investir, d'emprunter de l'argent, etc. C'était super simple. Et je me dis, mais pourquoi vous n'avez jamais investi dans de la bourse? Et tout ce qui revient à chaque fois, c'est ouais, mais la bourse, c'est dangereux. Pareil, je parlais à un pote la semaine dernière, il me fait ouais, mais la bourse, c'est dangereux. Je me dis, mais pourquoi c'est dangereux? Il me fait ouais, parce que tu peux tout perdre. Bah ouais, mais comme en immobilier, quoi. C'est si tu fais de la merde, tu peux tout perdre. Mais si tu investis, par exemple, dans le S&P 500, bah tu regardes depuis 70 ans, la moyenne, je crois, c'est 9%. 7% si t'enlèves l'inflation, quoi. Indexé à l'inflation moyenne, t'es à ce niveau-là, à peu près. Euh, Bah c'est bien mieux que l'immobilier, quoi. Et sans moins de merde. Et en fait, c'est juste différent. Pour moi, c'est juste un manque de connaissances. Les gens qui disent c'est dangereux la bourse, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Et par exemple, moi, tu vois, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'avais dit le Bitcoin c'est une arnaque.
alors attention, je mets des parenthèses, j'adore le Bitcoin. J'investis dans le Bitcoin, j'ai une grosse partie de mon patrimoine en Bitcoin. Et quand je dis Bitcoin, c'est aussi toutes les crypto-monnaies. Ok, j'ai lancé un projet en crypto, donc euh, j'ai de la crypto. J'adore la crypto, c'est génial, ça apporte tellement de choses et puis surtout ça apporte des technologies qui sont exceptionnelles. Mais attention, pour moi, il y a beaucoup plus de risques sur de la crypto que sur de l'investissement immobilier ou boursier. Pourquoi? Parce que la crypto, aujourd'hui, c'est bien, c'est la fête. On voit les potentiels présidents à l'élection américaine, tout le monde en parle. On voit tous les grands fonds qui commencent à faire. Attention, pour moi, il y a quand même des trucs où je me dis, demain, on sait ce qui va se passer. Ils veulent mettre en place les monnaies de banque centrale numérique. Ok, monnaie numérique de banque centrale, je crois que c'est MNBC. Je confonds toujours avec l'anglais, c'est CMBC. Bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces monnaies qui seront de la cryptographie, donc ce ne sera pas des crypto-monnaies, ce sera basé sur la cryptographie. Le but, ce sera quoi? Ce sera de traquer, ce sera de mieux en fait gérer notre argent. Ok, donc on aura moins de liberté. Qui est-ce qui sera le plus grand concurrent à ça? Bah les cryptos. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, les grandes puissances de ce monde, comme ils l'ont fait pour un épisode récent, où ils vont se dire vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, sauf si vous avez une attestation, hein, au hasard. Bah ça va être pareil. Ils vont dire bah non en fait toutes les personnes qui détiendront du Bitcoin ou feront une transaction Bitcoin, ils payent, je crois, je te dis une bêtise, hein, ça se trouve ça n'existera jamais, mais ils payent 5000% de ce qu'ils ont payé. Donc admettons tu fais une transaction à 1000 balles, bah tu payes 5 millions, un truc comme ça. C'est même pas ça, hein, les chiffres sont même pas bons, mais t'as compris. Encore une fois, je le sais pas, mais en fait l'incertitude est tellement grande que je me dis, en gros, faut aller là où l'argent, où le vrai argent va. Donc là où investit BlackRock, etc. Et là, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, parce que BlackRock aujourd'hui a un ETF Bitcoin. Il va avoir un ETF Ethereum dans quelques mois, c'est sûr. Mais moi, en fait, je me dis, ok, bien, mais moi, je suis partisan de aujourd'hui. La crypto, les institutionnels jouent avec nous. Hein, ils jouent avec les particuliers pour nous niquer. Versus, et il y a trop d'instabilité par rapport à de la bourse. Encore une fois, ça ne m'empêche pas de continuer à investir, mais je suis méfiant. C'est-à-dire que j'investis beaucoup moins en proportion qu'avant de mon portefeuille. Et aujourd'hui, j'investis beaucoup plus en bourse. D'accord? Parce que bourse, il y a plus d'historique, il y a quand même plus de sécurité. Et surtout, tu es propriétaire de bouts d'entreprise. Et donc, tu récupères des dividendes, etc. etc. Et je sais qu'en crypto, c'est totalement différent, mais voilà, faut faire attention à ça. Donc, en fait, faut comprendre que beaucoup de personnes veulent avoir du get rich quick. Et moi, je le vois dans mathématiques, hein, tout le monde veut le bouton magique. Il n'y a pas de bouton magique. Ce qui va te faire devenir riche, c'est des actions, des petites actions répétées au quotidien qui, mis bout après bout, vont se développer. C'est notamment comment il s'appelle le livre L'effet composé de Compound Effect qui en fait explique tout ça. Et c'est ça en fait, c'est comme ça que tu deviendras riche. Et beaucoup de personnes malheureusement veulent la pilule magique. Là aux États-Unis, je vois, il y a une grosse pub en ce moment pour perdre du poids rapidement. C'est une seringue que tu t'injectes, c'est Ozempic, je crois que ça s'appelle. Et ça marche trop bien. Et donc tout le monde veut faire ça. Personne veut faire des régimes. Mais c'est pas sain quoi. C'est pas sain de te mettre un médicament dans ton corps juste pour perdre du poids. Putain, mais arrête de manger autant qu'avant, va courir, va marcher, et that's it, tu vas perdre du poids, t'inquiète pas. Hein, perdre du poids, c'est très simple. Hein. C'est le truc le plus basique sur Terre. Et je te le dis parce qu'en ce moment, je suis dedans. C'est quoi? C'est tu dois dépenser plus de calories que ce que tu en manges. C'est des maths. Hein. Si tu sais faire une soustraction, c'est bon. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement bourse, crypto, etc., peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une crypto qui va te rendre riche. C'est juste des effets répétés au fur et à mesure. Et c'est pour ça que tu dois avoir une stratégie, mais tu dois surtout être patient. Et beaucoup de personnes, malheureusement, veulent avoir le rendement le plus élevé. Mais en fait, on s'en tape du rendement élevé. Ce qui est important, c'est ta base. C'est qu'est-ce que tu déposes à la base. Et c'est pour ça que Charlie Munger disait souvent, Charlie Munger qui était l'associé de Warren Buffett, qui est mort il y a 1 an ou 2 ans, je crois que c'était en 2023, il disait, fais tout ce que tu dois faire pour atteindre tes premiers 100 000 euros investis. Parce qu'après, c'est les 100 000 premiers euros, c'est le plus compliqué. Et j'avais vu sur une chaîne YouTube d'un Américain où le mec il faisait une courbe en fait de combien de temps ça te prenait pour atteindre si tu mettais je sais plus combien par mois. Et il disait en gros avec son rythme ça lui prenait 7 ans pour atteindre 100 000 euros. Ensuite ça prenait 5 ans pour atteindre 200 000 euros.
3 ans pour atteindre 300 000 euros. Et en fait, plus tu montais, plus ça réduisait, puisque c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Mais ce que beaucoup de monde ne comprend pas, c'est que ne te bats pas pour avoir le meilleur rendement, bats-toi pour avoir la meilleure base. Plus ta base est solide, plus ça va travailler. Aujourd'hui, un mec comme Warren Buffett, chaque année, en dividende, juste en dividende, il touche dans les 9 milliards. Parce que, clac, clac, clac. Et regarde, va sur Google et tape Warren Buffett évolution du patrimoine. Tu vois que ça fait comme ça. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Et d'un coup, ça monte. Intérêt composé. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, malheureusement, que tu dois te bosser sur tes intérêts composés. Tu dois bosser sur le fait que tu dois avoir tout simplement la base. Et cette base, qu'est-ce qu'elle est? C'est que tu vas mettre le maximum. Et petit à petit, ça va compound, ça va compound, ça va compound, ça va compound. Et c'est comme ça que tu gagneras de l'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et en comprenant pas ça, ils ne comprennent pas qu'ils se feront avoir. C'est pour ça qu'en fait, quand tu as beaucoup d'argent, tu ne cherches pas la rentabilité absolue. Tu cherches la sécurité. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour vivre. Parce qu'au bout d'un moment, imagine, tu gagnes 100 000 balles par mois juste de dividendes. Putain, faut les dépenser quoi. Alors oui, tu peux le faire, ça peut aller très très vite, mais je veux dire, putain, faut y aller quoi. C'est pas aussi facile pardon de dépenser ce montant que si tu gagnes que 2 000 euros par mois. Je pense que tu es d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que beaucoup de personnes en fait se trompent de bataille, et beaucoup de personnes ne comprennent pas que ce qu'il faut faire, c'est maximiser ton économie, l'argent que tu épargnes, et que tu la mettes à travailler. Et plus tu vas la mettre à travailler, plus ça va être bien comme il faut. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un problème, c'est beaucoup de personnes ne veulent pas investir en bourse, mais ils préfèrent investir dans un livret A, par exemple. Mais le livret A, en fait, ce qui est bien, c'est que la bourse, tout le monde va dire c'est dangereux. Mais attends, pour moi, le livret A est bien plus dangereux. Le livret A, en fait, tu es sûr, 100% du temps, tu es sûr d'échouer. Pourquoi? Parce que le livret A, historiquement, c'est toujours 50% de moins que l'inflation. Donc le livret A, en fait, c'est tellement sûr que tu es sûr à 100% de perdre de l'argent. Et tout le monde est OK avec ça. Et moi, ça me fascine, quoi. Alors que de la bourse, tu doubles l'inflation en général. Parce qu'en ce moment, en Europe, je crois que c'est 5%, ou c'était à 5%. Et en ce moment, en moyenne, le S&P, c'est 10%. Donc tu doubles. Et pourtant, les gens arrivent à trouver ça moins sûr. Et en fait, tout ça, toute cette base, c'est juste de la méconnaissance, et c'est juste un problème d'éducation. Et c'est pour ça qu'en fait, moi aujourd'hui, je développe mes entreprises pour avoir assez de cash flow pour vivre personnellement, mais surtout pour épargner un maximum. Et en fait, en épargnant un maximum, je gagne des années, parce que ça permet de tout compound. Et plus tu compound, plus en fait ça te permet d'évoluer. Il y a plein de leviers qui te permettent aussi de gagner de l'argent comme ça. Et surtout, plus tu mets de l'argent de côté, plus tu peux t'en servir bien comme il faut. Il y a tellement de choses à faire, en fait, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentre sur mon patrimoine. Je ne veux pas développer mes business. Enfin, si, mais le but final derrière ça, mes business sont juste un véhicule pour mon but final. Mon but final aujourd'hui, c'est de développer mon patrimoine. Parce qu'une fois que mon patrimoine a atteint le niveau que je veux, et je sais très bien qu'à la fin de mes jours, j'aurai largement atteint, bien même le x10, ce que je veux, bah c'est cool. Parce que derrière, ça me permet de pouvoir changer de dimension et forcément atteindre d'autres niveaux. Donc voilà, c'était la partie investissement qui était une grosse partie très intéressante. Ensuite, j'ai envie de parler de quelque chose d'assez intéressant qui est que quand on commence l'entrepreneuriat, il n'y a pas un cours d'entrepreneur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cours d'entrepreneur qui te dit ok, qu'est-ce que tu dois faire, les actions que tu dois gérer. C'est un peu t'apprends sur le tard. Et c'est compliqué, c'est compliqué, ça demande beaucoup de remise en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu comprends ce que tu fais et quand tu sais comment le faire, ça devient très intéressant. Et plus en fait ça va, plus j'ajoute des choses à mettre dans mon business. Et en ce moment, je suis un malade mental de tout traquer. Donc toutes mes décisions aujourd'hui dans mon business, à la différence du passé, où je les prenais plutôt sentimentalement, c'est-à-dire j'ai l'impression que ça ne marche pas. Encore une fois, ce que je t'ai dit dans la vidéo, c'est qu'on s'en fout de ce que tu penses, regarde les faits. Et aujourd'hui, je traque tout. Et donc par exemple, depuis quelques semaines, j'ai commencé à traquer mon temps. Je peux t'assurer que je suis beaucoup plus efficace parce que je vois mon temps qui défile, donc je sais
par rapport à ma journée où j'en suis, ce que je dois faire, etc. Donc je vais bien plus vite, je suis bien plus efficace. Je sais où est-ce que je passe trop de temps, où est-ce que je passe pas assez. Donc ça me permet de régler le curseur. Et surtout, comme à côté de ça, je traque mon temps, ça me permet d'avoir une meilleure hygiène de vie parce que je sais le nombre de temps que je dois allouer. Maintenant, je commence à comprendre, tu sais, je commence à faire mes moyennes. Surtout que j'ai un outil qui me permet d'avoir la moyenne, etc. C'est un outil que j'avais utilisé à l'époque, mais je n'avais pas accroché. Ça s'appelle Toggle, c'est gratuit. Toggl.io, je crois. Et, euh, et là, aujourd'hui, ça me permet tout simplement de pouvoir tout cibler, tout analyser, et ça me permet de mieux savoir. Et ce travail-là d'analyse, je le fais également sur tous mes chiffres. Je connais aujourd'hui euh, quel type d'upsell je dois mettre et quel type de downsell je dois mettre ou non en fonction des chiffres. Quel type d'order bump va mieux marcher, quel type d'offre va mieux marcher avec quel titre, etc. Quel lancement, comment il a été fait. Je traque tout. Et en traquant tout, ça me permet en fait d'arriver à un niveau où je peux arriver dans n'importe quel business. J'ai besoin, si j'ai les chiffres, je sais quelle décision prendre. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. On m'a déjà posé cette question, c'est mais Thomas, tu as un gros produit à 1000 balles, pourquoi tu continues de sortir des petits produits tous les mois? Data, la data. C'est le plus important en fait. La data, ça me permet déjà de m'entraîner, de lancer des produits comme ça me permet d'entraîner mon lancement, mais ça me permet aussi d'avoir de la data. Et plus j'ai de la data, plus ça me permet derrière de prendre des meilleures décisions et de tout optimiser. Et quand en fait tu commences à tout optimiser, tu commences à mieux comprendre tes clients et donc forcément tu leur apportes de la satisfaction. Eux, ils te rapportent beaucoup plus d'argent et derrière, tu peux scaler ton business bien plus rapidement. Et j'ai commencé il y a 2 mois à faire cette grosse décision de tout traquer à fond. Mes 2 derniers mois ont été en croissance. Est-ce que c'est une coïncidence? Pour l'instant, je dirais oui, parce que je n'ai pas assez d'historique, mais je pense pas que ce soit une coïncidence, pour être honnête. Je pense pas parce que je vois les bénéfices que ça apporte à mon entreprise. Toutes mes équipes travaillent bien mieux. On sait ce qui marche le mieux. On sait les résultats qu'on a. Et derrière, il n'y a pas de secret. Ça nous permet tout simplement de mieux tout traquer. Et forcément, il n'y a pas de secret. Quand tu traques bien tout, tu sais ce que tu fais changer. Et tu sais, c'est un problème que j'avais pendant des années. Quand mon business n'allait pas bien, je ne savais pas pourquoi il n'allait pas bien. Aujourd'hui, je sais. À chaque fois qu'il y a un problème, je sais. Je fais, c'est ça le problème. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et en se concentrant là-dessus, le problème disparaît. C'est bizarre. C'est comme si pendant longtemps, j'allais chez le médecin, je faisais, j'ai mal. T'as mal où? Je sais pas. J'ai mal. Comment tu veux que le médecin te donne ce qui fait guérir le mal de, on ne sait pas. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que ça a été super enrichissant et intéressant pour moi de comprendre que si je veux progresser, je dois progresser dans mon leadership, je dois progresser dans ma connaissance de l'entrepreneuriat et de tout traquer. Et je sais que ça peut paraître bête de dire, ah putain, avant je traquais pas tout, mais là aujourd'hui je traque tout, tout, tout. Et je sais que ça peut paraître bête, mais en fait, quand tu es trop en croissance, et quand j'ai commencé la vente de formation et tous mes business qui suivaient derrière, on était en croissance phénoménale, t'as pas le temps en fait de tout traquer. Parce que c'est tellement le bordel, la croissance, faut savoir que c'est comme ça. Donc c'est un bordel pas possible, et c'est bien d'avoir des phases de stabilisation, de stabilité, pardon, pour pouvoir tout cleaner, pour pouvoir remettre tout à plat et derrière remonter. Et en fait, beaucoup de personnes malheureusement perdent cette habitude quand ils sont plus en croissance. Moi, je suis plus autant en croissance qu'avant. Je reste en croissance, ça remonte bien. Mais je veux dire, avant, j'étais en croissance exponentielle, limite. Aujourd'hui, il y a un petit plafond qui s'est mis. Très bien, parce que j'ai aussi changé de stratégie. J'ai un peu renouvelé tout mon business. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans, je tapais les mêmes cibles. Là, aujourd'hui, je tape une cible totalement différente. Mon avatar client, il est passé de 27 ans de moyenne d'âge à 45 ans. Donc tu vois la différence. C'est plus la même façon de communiquer, c'est plus la même façon de faire du contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de vidéo, j'ai jamais fait ça avant. Des vidéos aussi longues, qui est un peu comme si c'était un podcast, mais façon discussion, je sais pas. J'ai jamais fait ça avant parce que ma cible ne s'y prêtait pas. Okay. Ensuite, on a quoi d'autre? Ensuite, on a payé ses impôts. Payer ses impôts, c'est important, c'est chiant et j'aime pas. Voilà. C'est bon, on peut passer au sujet d'après. Non, plus sérieusement, en fait, payer ses impôts, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de monde, et moi le premier, on essaye de payer le moins d'impôts. D'ailleurs, en France, c'est mal vu de payer moins d'impôts. Aux États-Unis, c'est conseillé, c'est fortement conseillé. Tu dois mettre tout en œuvre pour payer moins d'impôts possible. D'accord? C'est important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'adore moi être aux États-Unis parce que les États-Unis te permettent de déduire énormément de choses pour payer le moins d'impôts possible. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien Trump de ce côté-là, c'est que quand il était en présidence, il a passé une loi pour que les frais de jet privé soient déductibles des impôts. Alors je ne suis pas à ce niveau-là à prendre des jets privés, bien que je pourrais, ça n'est pas si intéressant que ça. En fait, en faisant ça, c'est trop intéressant parce que en faisant ça, ça permet tout simplement de montrer que aux États-Unis, tout
est déductible. Des restaurants, au voyage, à tout ce que tu veux. C'est bien plus facile qu'en France pour déduire et puis pour forcément garder plus d'argent dans ton business. Surtout moi en plus qui fait des vidéos un peu partout, qui monte mon contenu un peu partout, qui travaille d'un peu partout. Bah, c'est trop bien. Parce qu'en gros, quand tu as une société aux États-Unis, tu peux vraiment, vraiment, vraiment tout déduire quand tu es un digital nomade. Alors, c'est pas mon cas, je suis pas digital nomade, mais quand je voyage, bah, je peux déduire parce que j'ai les preuves qu'en plus j'ai travaillé à ce moment-là, quoi, et que c'est pas des vacances. Donc ça, c'est intéressant et ça montre sincèrement que les États-Unis sont bien en avance sur nous. Quand je dis nous, c'est la France, sur l'entrepreneuriat. Et c'est tellement, tellement plus agréable d'investir dans un pays et de bosser et d'avoir une société, du moins dans un pays où en fait, t'es pas vu comme un méchant quand tu es une entreprise, mais tu es limite acclamé. Et ça, c'est trop bien. Il y a plein de façons de bosser. Alors attention, je ne paye pas d'impôts, hein. Moi, je dois payer à peu près entre 15 à 20%. Ça dépend de plein de choses. Là, j'ai changé de statut. J'étais en LLC, je suis passé en S-Corp. Donc en LLC, j'étais à 20%. Là, normalement, je suis à 15%, mais je sais que j'ai d'autres. En fonction du certain palier, je vais avoir d'autres taxes qui vont se mettre. Donc c'est un peu différent, mais c'est juste super intéressant. Et évidemment, ça sur les bénéfices, évidemment, j'ai les 20% d'impôt de TVA. Et oui, les TVA sont un impôt. Toutes les personnes qui te disent non, mais la TVA, ils vont te le rembourser. Eh bien non, les amis, sachez que la TVA, ils le remboursent que s'ils veulent. J'ai eu un problème, moi, il y a quelques années, où ils voulaient pas me rembourser 7000 euros de TVA. Et ils m'ont même convoqué au tribunal de Montreuil pour récupérer. Sachant que j'habitais aux États-Unis, j'y suis pas allé, surtout que le rendez-vous c'était pour le lendemain. Mais il faut comprendre que la TVA, c'est un impôt. Surtout que quand on n'est pas en Europe, et donc on ne dépense pas dans la zone européenne, bah tu peux rien déduire. Donc si c'est un impôt, c'est un impôt. Et la personne qui te dit non, ce n'est pas un impôt, c'est une personne qui ne comprend encore une fois rien à l'économie et rien au business. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la TVA était une mesure temporaire il y a 20 ans. En politique, il n'y a rien de plus d'intemporel qu'une mesure temporaire. D'accord. euh, Comprends bien que payer des impôts, c'est important. Moi, je fais partie de cette team qui est que je déteste payer des impôts, mais c'est important pour que le pays fonctionne. Pour moi, je pense que 20% de TVA, quand on est en France, sur la plupart des trucs, on paye 20%, c'est suffisant, ça devrait être la seule dépense d'impôt unique. Comme ça, tout le monde paye. En plus, c'est totalement juste parce que bah, plus tu dépenses, donc plus tu as d'argent techniquement, plus tu dépenses, plus tu payes d'impôts. Pour moi, c'est juste. Ça, c'est ma vision. Au-dessus de 20%, je trouve que c'est quand même abusé. Je trouve que c'est quand même vachement abusé. Et en France, t'es à 70%, laisse tomber, ça sert à rien. Tu sais pas où l'argent passe, surtout que le pays est en train de couler de plus en plus. Mais en gros, payer les impôts, pour moi, c'est important. Et pour moi, tu ne devrais jamais, jamais, jamais habiter dans un pays juste pour ne pas payer d'impôts. Parce qu'il y a tellement de frais cachés que tu ne vois pas. Il y a tellement aussi une qualité de vie que tu ne vois pas. Tu vois, moi, par exemple, j'habitais en Floride, pas parce que les impôts, c'est à 20%. Si je voulais, j'habitais au Nevada et j'étais à 0%, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, si un jour tu me vois habiter à Las Vegas, c'est pas pour les impôts. Je kiffe Las Vegas. Le seul problème que j'ai de Las Vegas, et c'est sûrement le même problème que j'aurai quand je visiterai Dubaï, c'est un putain de désert, c'est du sable. Et moi, j'ai besoin de verdure. Tu vois, moi, je suis content en Floride, tout est vert. Et là, je suis bien content. Mais un jour, c'est possible que j'habite à Vegas, d'accord. Parce que Vegas, c'est plus la ville qu'on croit, où c'est juste soirée, casino, prostituées, etc. Vegas, c'est bien plus que ça. Maintenant, c'est une ville très business, il y a plein d'entreprises et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa pour le coup. Moi, j'adore Vegas et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais très souvent. Mais Vegas, par exemple, si j'habitais là-bas, bah, je paierais largement moins d'impôts. Ok. Donc, ne va pas dans un endroit juste pour ne pas payer d'impôts, c'est la pire erreur que tu peux faire. Parce que, ok, tu vas avoir moins d'impôts à payer, mais en fait, tu ne vas pas développer ta vie, ton bonheur. Si tu es jeune et que tu veux maximiser ta croissance, ok, fais ça 1 an, 2 ans, tu vois. Mais toute ta vie faire ça, c'est ridicule parce que au bout d'un moment, tu dois être aussi épanoui. Si tu es dans un pays où tu n'es pas heureux et que t'aimes pas, moi tu vois, j'étais en France, donc je payais beaucoup d'impôts et en plus j'étais pas heureux, bah c'était compliqué pour moi. Et vraiment, je peux t'assurer qu'en transitionnant d'un pays où je suis pas heureux à un pays où ça a toujours été mon rêve d'y habiter, comme les États-Unis, bah en fait, tu gagnes bien plus parce que tu es bien plus épanoui et forcément tu es bien plus heureux et forcément, bah, tu as des meilleurs résultats. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats et qu'ils ont une pensée qui est limitante et une pensée qui est fermée d'esprit. J'aimerais aussi, en parlant d'impôts, toutes les personnes qui sont contre Dubaï mais qui restent en France te disent
la seule et unique chose qui est les gens qui vont à Dubaï sont des débiles parce que, en restant en France, ils peuvent créer de l'historique pour pouvoir emprunter. Et après, ils te sortent, la France est un des meilleurs pays pour emprunter de l'argent. Et moi, ça me fait doucement rire parce que non seulement c'est totalement faux, mais non seulement c'est totalement débile. Je t'explique en 2 points. Le premier point, c'est ok, la France, c'est vrai que c'est plus facile d'emprunter quand tu es français d'emprunter en France. Ok. Par contre, quand tu vas, et là c'est pas pour protéger Dubaï, mais quand tu vas dans un autre pays où le capital et le business est bien plus facile, même si les banques te prêtent pas d'argent, on a quelque chose qui s'appelle des private lenders, hein, des prêteurs privés. Certes, les taux d'intérêt sont un peu plus hauts, parce que forcément, il te faut une faveur que d'autres pays peuvent pas, mais par contre, pour avoir ton dossier, c'est largement plus intéressant. Donc déjà, c'est totalement faux. Deuxièmement, ok, quand tu investis en France et que tu te fais prêter de l'argent en France, 95% du temps, tu es obligé d'investir en France. Il y a des clauses, etc. etc. Qui a envie d'investir dans un pays comme aujourd'hui où on est en ruine? C'est-à-dire que le pays est en déficit budgétaire de je sais pas combien, et c'est différent du déficit budgétaire par exemple des États-Unis qui, eux, c'est un peu eux qui le maîtrisent. Donc au final, s'ils disent demain qu'ils n'ont plus de déficit, ils en ont plus. Et surtout, le dollar, c'est la monnaie reine, d'accord? C'est pas trop le cas de l'euro. Mais qui a envie d'investir dans un pays où tu as de l'insécurité, t'es pas protégé? Si tu as quelqu'un qui squatte chez toi pendant plus de 2 semaines, je crois, bah, l'appartement est à lui. Ah ok, super. Donc le droit de la propriété n'existe plus en France. Qui a envie de ça? Donc ok, très bien, la banque va te prêter parce que tu es en France, mais pour investir là-dedans, super quoi. Premièrement. Et deuxièmement, en même temps, tu payes 70% d'impôts. Encore une fois, ça dépend de ton statut, etc. Mais ça reste très haut. Hein, c'est plus de 50%. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Et à la différence, tu vois, moi je suis aux États-Unis, alors attention, hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Les États-Unis, c'est en train de couler à une puissance phénoménale. Moi j'ai un peu de la chance, je suis en Floride, et la Floride c'est républicain. Et en général, tout ce qui est républicain en politique, je suis pas la politique, moi j'en ai rien à foutre. Mais bah, tu regardes les États démocrates versus les États républicains ont des croissances, tandis que les États démocrates ont des décroissances. New York, Californie, etc. Ça va vers le fond de la cave. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que tous les Français qui sont fermés d'esprit, qui disent oui, mais la France, tu peux emprunter plus facilement. Ouais, bah par exemple, moi j'habite dans un pays qu'on appelle les États-Unis. Les États-Unis, son surnom, c'est le pays de la dette. C'est bien plus facile d'emprunter aux États-Unis qu'en France, je te le dis tout de suite. Surtout qu'en plus, on a les cartes de crédit. Tu vois, moi j'ai une American Express Platinum pour le business. Je crois que je peux emprunter jusqu'à 150 000 balles sans rien faire, comme ça. J'ai pas de plafond, j'ai rien. Donc, crois-moi que tu peux emprunter, d'accord? Mais en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment marche le monde et ont leur vision du monde qui est toute étroite. Et là, moi, je parle des États-Unis parce que j'habite ici, d'accord? Mais je suis sûr qu'au Canada, c'est bien plus facile de lever de l'argent qu'en France. Bref, il faut aller dans des pays où c'est pro-business, tu vois. Et donc, la France aujourd'hui n'est pas pro-business. Donc, toutes les personnes qui disent oui, mais moi je lève de la dette, je fais de l'equity, enfin, c'est de la bullshit. C'est des gars qui en fait se massent là où je pense pour penser qu'ils sont trop forts. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun avenir en France. C'est ma vision. Il n'y a aucun avenir en France. Je parle de développement du patrimoine, etc., etc. Même pour info, même le président de Total essaye de se faire lister non plus dans le CAC 40 mais sur le S&P 500 pour avoir lever plus d'argent. Ok, faut comprendre que la France est un petit pays à l'échelle du monde, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, quand tu es entrepreneur sur internet, que tu commences à faire de l'argent et que ton bac à sable c'est le monde entier, arrête avec Dubaï, arrête avec la France. Il y a des pays bien plus puissants, bien plus grands et bien plus sérieux, évidemment. Donc faut vraiment comprendre tout ça. Et moi j'ai des gros problèmes c'était mon deuxième point, c'était le point fermeture d'esprit. C'est que les Français sont fermés d'esprit, ils font tous la même chose, ils vont tous au même endroit, ils font tous les mêmes erreurs, ils ne comprennent pas l'économie. Et aujourd'hui, une des meilleures façons pour lever de l'argent pour ton patrimoine, c'est l'immobilier. Il n'y a pas de débat. Pour moi, la façon la plus safe, c'est la bourse. Quoique l'immobilier, ça c'est quand même assez safe. Mais l'immobilier, c'est la façon la plus facile pour en fait passer de 0 à un demi-million, de 1 demi-million à 3, etc. Parce que, surtout aux États-Unis, tu as plein de techniques où, en gros, tu peux reprendre une partie, tu prends 75% de la valeur de ta maison, tu peux la prendre pour
réemprunter sans impôt. Enfin, il y a des dingueries pour scaler son business. Moi, je vais commencer à me mettre en IMO pour développer mon patrimoine. Mais l'idée, c'est développer un parc immobilier et avec les surplus, c'est de réinvestir en bourse et en fait d'avoir quelque chose qui s'auto-alimente et qui permet de toujours grossir. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est clair que l'immobilier, c'est extrêmement puissant. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors déjà, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'investir dans plusieurs devises, dans plusieurs zones géographiques mondiales. Commence avec une et après développe-toi. Mais surtout de comprendre que tous tes investissements doivent être réfléchis, non pas en coup de cœur, hein, comme on peut voir dans les émissions télé, mais en tant que, ok, c'est quoi les chiffres? Mais maintenant, arrête de croire que en option, il n'y a que l'Europe. En option, il n'y a que Dubaï. Faut arrêter avec ça. Ok. Il y a le monde entier. Il y a des choses à faire dans le monde entier. Il y a des pays dont tu soupçonnes même pas l'existence en termes de potentiel économique comme la Colombie, tu as le Mexique, t'as des pays d'Afrique qui sont en train de monter. Tu as plein de choses à faire. Arrête d'aller là où tout le monde va parce que tu es en train de te mettre en concurrence avec beaucoup trop de monde et tu vas te faire éclater. Et moi, tu vois, je vais commencer à investir aux États-Unis, mais après, je vais aller dans d'autres pays. Je t'en parle pas, j'ai déjà ma liste, je sais déjà où je vais aller, mais ça ne sera pas en France, spoiler. Mais voilà, arrête d'aller toujours au même endroit, de faire comme les autres, arrête d'être fermé d'esprit, à croire que c'est Dubaï ou rien, que Dubaï c'est le endgame. Non, Dubaï c'est pas le endgame. Dubaï c'est un grain de sable, c'est une ville qui existe depuis 30 ans, c'est un grain de sable. La pollution est hors norme. Ils sont obligés d'appuyer sur un bouton pour faire de la pluie. Et je suis désolé, les gens qui sont à Dubaï, pour la plupart, ne sont pas intéressants. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment, dans l'eau, t'as des gens intéressants, j'ai plein de potes qui habitent là-bas, mais la plupart des personnes là-bas, c'est des vendeurs de trompettes. Et j'étais tombé sur le réel d'un mec qui disait tous les gens, la plupart des gens à Bali ou à Dubaï sont au chômage et prétendent. Et en fait, c'est exactement ça. Moi, j'avais déjà fait plein de vidéos pour rigoler, mais aujourd'hui, comment tu veux gagner de l'argent sur Internet? Bah, ce que tu fais, c'est que tu es au chômage, tu vas à Dubaï ou à Bali, d'accord? Donc, bah, ça prend une grosse partie de ton budget. Tu essaies de trouver un loueur de Lamborghini, un loueur de Rolex. Pendant la journée, je crois que tu t'en sors pour 300-400 balles. Tu prends un pote, tu viens avec un pote ou tu prends un gars sur place qui te fait tout ton shooting photo, shooting vidéo. T'as ça pour le mois et puis c'est bon, t'as fait, tu peux commencer à gagner de l'argent. Et en fait, c'est ce niveau-là, quoi. C'est ce niveau-là. Ça te montre en fait à quel point les gens n'ont rien à foutre de ce que tu dis, ils sont plus dans le paraître. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont là-dessus. Et c'est pour ça que le marché va péricliter. Et le marché périclite tout seul. Parce qu'il est de plus en plus ridicule, et c'est une course à celui qui sera le plus ridicule et celui qui dira le plus de conneries. Et c'est dramatique, c'est malheureux, surtout que à côté, tu as des gens bah, comme moi qui essayent de dire la vérité, de montrer, de documenter, etc. Et on n'est pas rewardé, on n'est pas récompensé de ça. Et moi, c'est ok, je fais pas la course au like, je fais pas la course au j'aime, mais quand moi, je vois des gens qui gagnent beaucoup plus parce qu'ils ont montré des mauvaises choses, je me dis, enfin, moi, je m'en fous, mais je me dis, putain, mais c'est. Enfin, pourquoi le marché est attiré par ça, quoi? Parce que moi, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi un mec qui est en Lamborghini et en Rolex, pour toi, tu te dis, ah, il a réussi. Enfin, pour moi, je me dis, putain, mais il est con, quoi. Il est trop con parce qu'en fait, le mec, on sait tous que c'est loué et son argent, il aurait pu le déployer tellement plus intelligemment pour utiliser des leviers et avoir une vraie structure d'entreprise. Mais c'est trop avancé. C'est trop avancé. Et si aujourd'hui, tu es perdu dans ta vie, vraiment, je crois que j'ai un petit dernier sujet, parce que là, ça commence à être long hein, quand même, on a parlé pas mal de temps ensemble. Euh, si aujourd'hui t'es perdu dans ta vie, moi je te conseille avant toute chose, c'est de voyager. Voyage le monde entier, je te jure, ça va t'ouvrir des opportunités, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'ouvrir des compétences que tu ne soupçonnais même pas. Ça c'est important. Et surtout lis. Je lis énormément en ce moment, je lis à peu près un livre par semaine. Alors parfois je mets 2 semaines à lire le livre, mais t'as compris. Je lis environ un livre par semaine. Mon but c'est vraiment de lire un maximum parce que aujourd'hui, surtout sur le marché français, tout le monde répète ce que tout le monde a développé. D'accord, les Français, je te le dis, n'ont rien créé. Malheureusement, les Français en business, hein, je te parle, ils créent rien. Quand tu lis des livres, parfois traduits en plus, tu peux t'inspirer des meilleurs cerveaux qui sont en vie ou qui ont existé. Les Napoleon Hill, les Charlie Munger, un que j'avais adoré, c'est Chet Holmes avec comment il s'appelle en français, c'est La prodigieuse machine à vendre. Incroyable ce livre, incroyable. Euh, T'as tellement de livres, tellement de livres. Et malheureusement, beaucoup de personnes
perdre du temps sur Netflix, perdre du temps sur des trucs, mais la lecture, c'est bien plus poussé, tu vas tellement plus loin dans les sujets, et c'est super important, quoi. Et, euh, et enfin, j'aimerais terminer cette grande discussion. J'espère que tu as aimé. Moi, franchement, je prends un bon plaisir, c'est sympa de parler. Surtout qu'en plus, tu vois, chaque vidéo, chaque bout, on pourra les découper. Ça peut être intéressant. Mais je kiffe bien. Revenu récurrent. C'est le mot, c'est le terme. Revenu récurrent. En fait, il y a une bataille en ce moment, c'est de développer du revenu récurrent. Ça a commencé avec des entreprises de la tech où ils se sont dit putain, en fait, avec le revenu récurrent, on peut prédire notre business et ça nous permet d'avoir une meilleure croissance, de l'anticiper, de savoir combien nous coûte un prospect, combien de temps, enfin un client, combien de temps il reste chez nous. Et donc en fait, ça nous permet de mieux valoriser notre entreprise et donc forcément de lever plus d'argent. Et je vois que c'est en train d'arriver aussi sur pas mal de projets. L'explosion des SaaS d'ailleurs en est une raison. Mais je sens qu'en entrepreneuriat, et quand je dis ça, c'est en vente de formation, aux ventes de services, ça va aussi se développer de plus en plus. Alors, on ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit encore une fois, évidemment que c'est développé, mais ça va se développer encore plus. Et je pense sincèrement que c'est important de pouvoir développer des produits en récurrence. Moi, je suis en train de travailler sur mon gros produit pour le mettre en mode récurrence, mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, mais c'est vrai que la récurrence, ça te permet d'avoir une telle tranquillité d'esprit parce que tu sais en fait le mois prochain combien tu vas gagner environ. Et franchement, quand tu as ce niveau-là, c'est tellement plus relax parce que tu ne prends pas la tête à mettre en place des stratégies où tous les mois tu dois aller rechercher de la vente, de la vente, de la vente, de la vente. Parce qu'en fait, comme tu as une base qui est là, qui reste, bah, ça te permet tout simplement d'avoir une bonne stabilité et surtout de pouvoir, de pouvoir récompenser ton travail et de le compound. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai que la récurrence, moi, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de chercher dans tous mes business pour avoir de la prédictabilité et surtout de pouvoir avoir une croissance. Sur certains de mes business, je suis vraiment en phase de croissance. Et donc mon but pour grossir plus vite et croître plus vite, bah, ça va être tout simplement d'aller chercher la croissance. Et quel meilleur moyen d'avoir de la croissance plus de la stabilité, c'est ça. Et donc tous mes business, que ce soit de l'affiliation à de l'agence, à de la vente de formation, j'essaye de le mettre en mode abonnement. Après, il y a des produits qui s'y prêtent plus que d'autres. Donc ça ne veut pas dire que tous mes produits seront en abonnement, mais il y a des produits qui s'y prêtent plus que d'autres. Parce qu'en fait, c'est bien plus intéressant sur certains types de produits. Notamment, je pense à tous les produits de la finance. Putain, c'est génial. Quand on voit des signaux de trading, quand on voit des signaux pour investir en crypto ou en bourse, bah, c'est trop bien parce que les gens, s'ils arrêtent d'être abonnés à toi, bah, ils ont plus la connaissance. Et donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Après, sur du business, il y a plein de choses à faire. Je suis en train de préparer pas mal de choses d'ailleurs là-dessus. Mais je pense que ça peut être très intéressant parce que on peut atteindre un vrai niveau et surtout en fait tu atteins un autre niveau pour ton business où tu es plus dans la partie je dois absolument vendre, mais plus tu peux développer ton business, développer ton audience et en fait au fur et à mesure tu vas monter en termes d'abonnés et ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y aura une vraie transformation et on va avoir de plus en plus de produits. Alors, il y en a déjà beaucoup, hein, mais on va avoir de plus en plus de nouveaux services, de nouvelles offres qui vont arriver sur de l'abonnement. Et à terme, de toute façon, tout va être abonné. J'avais même vu un site aux États-Unis où tu pouvais louer des meubles. Je trouve ça exceptionnel. Tu loues des meubles. Alors c'est extrêmement cher, ça vaut pas le coup du tout si t'es là sur le long terme. Mais si t'es là sur un mois, 2 mois, 3 mois, c'est intéressant. Tu loues des meubles. Ça te permet vraiment de mettre en place des choses. Bref, tu as compris, les revenus récurrents, c'est important et toute entreprise, pour moi, devrait avoir une base de revenus récurrents pour développer son patrimoine au fur et à mesure et développer son free cash flow, etc. C'est super important et ça permet tout simplement d'être beaucoup plus tranquille. Donc si aujourd'hui tu démarres et que tu sais pas quel type de produit vendre, essaye de te poser la question, est-ce que le produit que tu as en tête, tu vois, genre quand tu listes tous les produits que tu aimerais vendre, est-ce que tu as un des produits que tu pourrais transformer en abonnement? Et on le voit avec l'évolution d'un outil comme School qui a été développé par Sam Ovens, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et qui a été Alex Hormozy a investi dedans. C'est quoi? C'est tout simplement des communautés payantes. D'accord? Donc moi, mon gros produit est sur School. Bah, en gros, je pourrais techniquement le passer à abonnement par mois. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que qui dit abonnement par mois dit que ton produit n'est plus du tout le même, et tu dois forcément transformer des points de ton produit pour le mettre de façon plus intéressante et surtout que tu gardes cette traction qui est bah reste chez moi parce que si tu restes pas chez moi tu vas louper ça. Il y a plein de façons, il y a plein de leviers à mettre en place et pour moi je pense que c'est largement faisable et possible d'ailleurs de mettre en place de ce genre de stratégie. Encore faut-il savoir comment le faire et c'est tout un métier.
Et c'est pour ça que je suis en train de bosser dessus. Et je te dis, sur chacun des types de business que j'ai en place en ce moment, j'essaye de mettre en place de la récurrence. J'essaye de mettre en place des business où je travaille et chaque action que je fais, en fait, campagne avec les autres. Aujourd'hui, la seule façon que je campagne, c'est je fais du contenu, je fais de la pub, ma liste email campagne. Ok, cool. Donc ça veut dire que dès que je vais vendre, je vais faire plus de chiffre d'affaires. Ok, c'est très bien, mais c'est pas significatif, d'accord? Et ça, c'est important de travailler là-dessus. Donc voilà à peu près pour les visions que j'ai. Il y a plein de choses dont je pourrais parler. Vraiment, chaque sujet dont j'ai parlé pourrait être un sujet et une vidéo à part entière. Je voulais vraiment parler de tout ça. C'était la vision que j'avais sur le marché, sur qui j'étais, mes visions un peu par rapport au business, par rapport à l'investissement, etc. J'aimerais faire de plus en plus de vidéos dans ce style-là, qui sont un peu plus personnelles. Euh, je me tâte à beaucoup, j'ai beaucoup de projets en tête en ce moment. Est-ce qu'ils aboutiront tous? Je sais pas. Mais vraiment, j'ai envie de faire un reboot un peu de Tomaggio et de repartir à zéro avec une nouvelle chaîne YouTube, etc. Est-ce que je le ferai? Je sais pas. Parce qu'en fait, le problème de cette chaîne YouTube, c'est que elle est vieille, d'accord? Donc j'ai plein de gens qui sont abonnés qui sont inactifs aujourd'hui. Et surtout, j'ai changé de ligne directrice. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, YouTube montre mes vidéos à peu de personnes. Je fais 500 1000 vues par vidéo, alors qu'avant, enfin, j'ai quand même 109 000 abonnés, donc je devrais faire beaucoup plus. Et c'est un peu chiant parce que du coup, certaines personnes qui me découvrent se disent attends, pourquoi le mec il fait si peu de vues, c'est pas normal, donc c'est-à-dire que c'est de la merde, versus son nombre d'abonnés. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce que forcément les gens sont moins enclins à regarder ce que je fais, alors que je pense que ce que je fais est bien plus intéressant qu'il y a des années. Et autre chose, c'est que la ligne directrice est tellement différente, c'est tellement plus la même, que je trouve ça dommage de rester affilié à ça, alors que je trouve que j'ai changé, je veux faire des choses différentes, bien plus personnelles. Tu vois, là on est dans mon salon, j'ai jamais filmé dans mon salon, c'est la première fois. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire, il y a vraiment des angles différents, j'aimerais faire pas du vlog, mais un peu plus de documents, de documentaires, de développer. Là en France, je vois un peu tout le monde qui s'excite sur le building public. Alors bon, moi j'ai regardé un peu ce qui se faisait en France sur le building public. Je pense que les Français sont pas très bons en traduction. Building public, ce n'est pas montrer tes résultats. Building public, c'est expliquer ce que tu fais à chaque fois, te poser des questions, construire, montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, building public, il n'y en a pas beaucoup en France qui le fait très bien. Moi, ça serait vraiment de building public et je vais me lancer bientôt sur le marché américain. J'ai l'impression que ça fait des années que je dis ça et à chaque fois, je trouve un truc qui retarde. Mais ça serait en fait de montrer comment on fait pour, je me lance sur le marché américain, comment on se développe. Tu vois. Donc ça serait le but, on verra comment ça se passe. Mais voilà. Voilà un peu tout ça, j'ai plein de projets en tête, j'en parlerai bientôt. Reste abonné à la chaîne, suis bien. Si t'es pas sur le Telegram ou sur Instagram, tu as les liens juste en dessous. Si tu veux t'inscrire à ma conférence pour apprendre à générer 5000 euros par mois avec des produits digitaux, tu as le lien. Je peux t'assurer que ce sera la meilleure conférence que tu verras. Si tu as aimé ce genre de contenu, la conférence c'est le même acabit avec plein de faits. Je te montre comment on fait. Je te montre vraiment avec des vidéos comment on fait. Donc c'est pas juste du bullshit. Je te montre vraiment comment on fait. Et surtout, je te montre derrière, si tu veux travailler avec moi, je te présente mon système. C'est le système, c'est le nom de mon programme d'accompagnement où je t'accompagne pendant 6 mois à créer un business qui te génère au minimum 5000 euros par mois. Donc si t'es intéressé, t'as tout qui est en dessous. En tout cas, encore merci. Si t'es encore là, n'hésite pas dans les commentaires à mettre un dinosaure. J'aime bien mettre ça. C'est la règle, c'est le signe de la communauté, un petit dinosaure. Merci à toi et franchement, je prends un énorme plaisir à parler. Ça aurait été mieux avec quelqu'un, mais c'est aussi bien de parler, de partager ses pensées tout seul et à cœur ouvert. À bientôt et surtout, passe à l'action.